Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au cours 4. Alors, aujourd'hui, on va regarder les taux de rendement. Alors, depuis le début de la session, on a regardé le taux d'intérêt I. Alors, ça, c'est le I générique par période. Ça peut être un taux effectif, ça peut être un taux nominal, ça peut être un taux périodique. Alors, si j'ai un prêt de 100 j'emprunte à du 10 I est égal à 10 ben, ça veut dire que mon 100 le prêt va valoir 110 à la fin de l'année. Alors, pour un investissement, généralement, le taux d'intérêt est inconnu. On a un rendement sur notre placement pendant l'année. Alors, on va appeler ça le taux de rendement R. Alors, un exemple, j'ai une action qui vaut 100 aujourd'hui. Dans un an, cette action vaut 110 J'ai fait un rendement de 10 pendant l'année. Alors, pour des placements, on va utiliser R, taux de rendement. Pour des prêts, on va utiliser le taux d'intérêt. Les deux sont interchangeables. I et R sont interchangeables tant dans mes formules. Alors, si vous avez vu pour le modèle de Gordon, le prix d'une action au temps 0 est égal au dividende au temps 1 divisé par I moins G. Mais dans la feuille de formule, je veux dire, le prix au temps t est égal à 0 est égal au dividende au temps 1 divisé par R moins G. Alors, ici, R, c'est le rendement des common shares, mais le R et le I peuvent être interchangeables. Alors, généralement, le taux d'intérêt I est connu, c'est pour ça qu'on l'appelle I, et le taux de rendement aujourd'hui est généralement pas connu. Alors, c'est un taux de rendement qui est extrapolé ou qui est inféré par le prix de l'action. Mais I et R sont interchangeables. Alors, souvent, j'ai des étudiants qui me disent, c'est quoi la différence entre un taux d'intérêt et un taux de rendement? C'est la même chose. Mais pour un placement, on va dire un taux de rendement. Pour un prêt, on va dire un taux d'intérêt. I est généralement connu. Alors, le taux de rendement, ben, c'est tout simplement le taux d'intérêt ou le taux de rendement qui actualise les cash flows futurs. Donc, si je connais la valeur de tous les cash flows qui vont être reçus, c'est le taux d'intérêt I ou R qui est escompté à ce taux d'intérêt me donne la valeur au temps t est égal à 0. Donc, si je connais la valeur d'un portefeuille au temps 1, la valeur d'un portefeuille au temps 1 divisé par 1 plus le taux de rendement me donne la valeur du portefeuille au temps 0. En d'autres mots, la valeur au temps 0 placée à du R alors fois 1 plus R ou 1 plus I, encore une fois, ben, ça va me donner la valeur de mon portefeuille au temps T est égal à 1. Alors, si vous voulez interchanger I et R à un examen, je suis complètement indifférent à ça. Je ne vais même pas le remarquer. Donc, la valeur du portefeuille au temps T, c'est tout simplement la valeur du portefeuille au temps 0 placée à du R pendant T années. Maintenant, généralement, un portefeuille ne fait pas un taux de rendement qui est constant. Je peux vous dire que mon portefeuille à moi, dans les 5 dernières années, je veux dire, en 2018, j'ai fait un rendement de 20 En 2019, j'ai fait un rendement de moins 19 En 2020, durant COVID, j'ai tout fait comme il faut. Alors, j'avais tout mon argent, ces lignes de côté, quand COVID avait frappé. Et quand COVID avait frappé, tout avait planté de 50 Je suis rentré comme un malade à la bourse et j'ai fait un taux de rendement de 80 en 2021 et de 2020. Et en 2021, j'ai fait un rendement de 80 Et c'est à ce moment-là que j'ai retiré tout mon argent qui n'était pas du pétrole. Et en 2022, j'ai fait un rendement de 35 Alors, sur les 7 dernières années, j'ai fait un rendement d'environ 25 par année. En 2018, je pense que j'ai fait un rendement de 0,25 et en 2017, j'étais perdant. Mais sur les 7 dernières années, j'ai fait un rendement moyen d'environ, je pense, 22 Mais je peux vous dire que dans les 3 dernières années, j'ai fait 80, 80 et 35 Et d'ailleurs, juste en date de septembre 2023, j'ai fait un rendement, j'étais environ octobre 2023, j'ai un rendement d'environ 20 Par contre, comment est-ce qu'on peut calculer R? Le R qui est ici, c'est le R qui est moyen. Alors, je vais prendre le portefeuille après 7 ans. Je vais regarder avec le montant qui était investi au temps t est égal à 0 fois 1 plus R à la 7 et j'isole mon R. Donc, dans la calculatrice, VT, c'est Future Value, V0, c'est Present Value, T, c'est N, Compute I, assure-toi qu'il n'y a aucun paiement qui est fait entre-temps, et ça va me donner mon taux de rendement. Donc, la valeur d'un placement aujourd'hui est égale à la valeur du placement de demain escompté avec intérêt. Alors, la valeur aujourd'hui, la valeur de mon portefeuille au début de 2017, c'est égal à la valeur de mon portefeuille
en 2023, escompté de cette période d'intérêt ou de rendement. OK. Donc, si on regarde juste pour le prix d'une action, le prix d'une action au temps t est égal à 0, on l'a dénoté P0. Le prix de l'action dans une période, on l'a dénoté le prix de l'action au temps 1. Et le dividende qui est versé au temps t est égal à 1, on va le dénoter D1 ou dividende au temps 1. Donc, le prix d'une action aujourd'hui, si j'achète une action aujourd'hui, à la fin de l'année, je vais avoir le prix de l'action et je vais recevoir un dividende. Il y a certains titres qui ne versent aucun dividende. Pour ce modèle ici, on va assumer juste une période, imaginez 1 an. Généralement, les dividendes sont payés soit mensuellement ou trimestriellement. Donc, si je fais un investissement aujourd'hui et j'achète une action au prix d'aujourd'hui, je vais faire un rendement pendant l'année. À la fin de l'année, je vais avoir le prix de l'action immédiatement après avoir reçu le dividende. Donc, si je veux isoler mon R, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais diviser à gauche et à droite par P0. Alors, 1 plus R, je vais diviser à gauche, P1 plus dividende au temps 1, je vais diviser ça par 0, par P0, et je vais soustraire le 1 et ça isole mon R. Donc, si je fais P1, le prix au temps 1 plus le dividende au temps 1 divisé par P0, alors, je vais faire disparaître le P0 et je vais soustraire 1 à la toute fin. Donc, une meilleure façon de voir ça. Alors, je divise par P0 à gauche et à droite. Alors, R, 1 plus R, c'est égal à P1 plus le dividende divisé par P0 et je soustrais le R et ça me donne mon R. Je vais convertir le 1, je multiplie en haut et en bas par P0. Alors, ça devient le prix au temps 1 plus le dividende au temps 1 divisé par P0, moins P0 divisé par P0. Alors maintenant, je peux séparer le P1 et le P0. Donc, P1 moins P0 divisé par P0. Alors, le prix de l'action dans une année, moins le prix que j'ai payé aujourd'hui, ça, c'est le gain capital sur l'action dans la prochaine année en dollars. Et si je divise par P0, c'est le pourcentage de gain capital en pourcentage. Et qu'est-ce qui me reste? C'est le dividende au temps 1 divisé par P0. Et ça, c'est le rendement que je reçois en dividende pendant l'année. Donc, le rendement pendant l'année, c'est le pourcentage que je fais en gain capital. Alors, le prix de l'action, elle a grimpé de 5 et j'ai reçu un dividende de 6 Mon rendement pendant l'année, c'est 11 Un exemple. Une action de Wajax. Wajax, c'est une compagnie qui vend de la machinerie lourde pour les éoliennes au Canada, est achetée pour 39,60. Et ça, c'est un titre que j'ai acheté réellement dans mon portefeuille en 2012. Alors, j'ai acheté Wajax en janvier 2012 pour environ 40 juste un peu moins que 40 Alors, c'est ça, en janvier. Alors, je l'ai payé où est-ce que tu as le petit X en début de janvier. Le prix de l'action était d'environ 40 Il versait un dividende de 20 cents à chaque mois, donc 2,40 par année. Alors, ça versait un beau dividende de 6 par année. Alors, je me suis dit, je vais acheter l'action. Alors, la raison pourquoi je vous donne cet exemple, c'est que moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs en investissant. Surtout au début des années 2010, je pense que j'ai fait toutes les erreurs. J'ai assumé que le dividende n'était pas pour être coupé. Et c'est d'ailleurs, Wajax payait un beau dividende de 20 cents, payait un dividende de 20 cents à chaque mois, alors 2,40 par année. Mais ils ont coupé le dividende. Ils ont coupé le dividende à 25 cents par trimestre, donc 1 par année. Et bien sûr, le prix de l'action, elle a planté. Alors, j'ai payé 40 pour Wajax au début de 2012. Et durant la pandémie, elle avait chuté jusqu'à 4,90. Son prix le plus bas était de 4,90. Alors, j'ai perdu comme 85 de la valeur. Aujourd'hui, elle est remontée à 28 piastres. Mais je veux dire, pendant 10 ans, c'était une compagnie qui vendait des produits à des éoliennes. Alors, le secteur de l'énergie du pétrole au Canada, elle a été vraiment frappé pendant 10 ans, mal frappé. Et COVID, elle a vraiment assommé ça. Alors, elle est en train de rebondir maintenant, mais c'est un titre qui m'a appris qu'on peut on peut couper le dividende. Alors, je ne m'attendais pas à ça. J'ai acheté le titre parce qu'il payait un très beau dividende. Donc, alors,
Un an plus tard, immédiatement après avoir payé un dividende de 2,40, elle vaut 38,53. Dans le cas de Wajax, à l'époque, alors au 1er janvier 2012, l'action valait 39,60. Un an plus tard, j'ai reçu 2,40 en dividende. Alors, pour des fins de simplicité, je vais tout simplement dire que le 2,40 a été reçu le 31 décembre et l'action, le 1er janvier, elle vaut 38,53. Donc, l'action valait 39. Pendant l'année, elle est montée jusqu'à 50. Elle est retombée jusqu'à 38,53 un an plus tard. Donc, le prix de l'action, elle a chuté de 1,7 et j'ai reçu un dividende de 2,40 pendant l'année. Donc, quel est le rendement de cette action? Donc, la bonne réponse, c'est B. Donc, quel est le rendement que j'ai fait pendant l'année? Alors, au début de l'année, j'avais un placement qui valait 39,60. Il va faire un rendement pendant l'année. Alors, ce placement de 39,60, à la fin de l'année, je vais avoir une action qui vaut 38,53 et je vais recevoir un dividende de 2,40. Ça veut dire qu'au début de l'année, j'ai un portefeuille qui vaut 39,60 et à la fin de l'année, j'ai un portefeuille qui vaut 40,93, qui est un rendement de 3,36 pendant l'année. Alors, j'isole mon R et ça me donne 3,36. Mais comment est-ce que je peux décomposer ce 3,36? Alors, pendant l'année, le prix de l'action, elle a chuté de 39,60 à 38,53. Donc, au début de l'année, l'action valait 39,60. À la fin de l'année, elle valait 38,53. Alors, c'est une perte de 1,07 $ pendant l'année sur un placement de 39,60. Et donc, j'ai une perte de 2,70 en perte capitale, si on veut. Alors, la plus-value, elle est négative. Par contre, pendant l'année, j'ai reçu 2,40 $ en dividende sur un placement de 39,60, qui est équivalent à un taux de dividende de 6 %. 6 % plus moins 2,70 % vaut 3,36 %. Donc, il y a deux façons de récompenser les actionnaires d'un titre, soit en augmentant le prix de l'action, soit en versant un dividende. Et il y a quand même une règle plus ou moins grosso modo pour les dividendes. Quand il y a une compagnie qui a des bons projets, pensez à Apple au début des années 2000. iPhone, iPod, iTunes, iMac, tous les produits, il y avait beaucoup de bons projets. La compagnie Apple, elle avait besoin de son cash pour investir dans tous ces projets pour générer des cash flows futurs. Donc, ça ne valait pas la peine de verser un dividende. Maintenant, iPad, iMac, iPad, iTunes, iPod, tous ces projets-là ont rapporté beaucoup, beaucoup de cash. Et en 2012, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Apple avait 100 milliards de dollars cash dans ses coffres. Et là, les actionnaires ont dit, écoute, si vous êtes en train de rien faire avec ce cash-là, vous n'avez aucune dette. Donc, soit que vous devez racheter des titres ou ben donc verser des dividendes. Et donc, en 2013, Apple a versé son premier dividende. Et depuis 2013, elle augmente quand même son dividende. Par contre, le prix de Apple depuis 2013, elle a, je pense, décuplé. Donc, elle vaut 10 fois autant qu'elle valait en 2013. Donc, les actionnaires de Apple ont vraiment été récompensés par le prix de l'action. Donc, si vous avez une machine à remonter dans le temps, achetez des titres de Apple. Alors, une action verse un dividende à la fin de chaque année et sera vendue dans N années. Donc, si j'ai aujourd'hui le prix de l'action, je vais recevoir un dividende au temps 1. Alors, la valeur actuelle de ce dividende, c'est le dividende au temps 1 divisé par 1 plus I. Plus un dividende au temps 2, je vais laisser compter avec 2 périodes d'intérêt. Plus un dividende au temps 3, 3 périodes d'intérêt. Et ça pour les N prochaines années. Par la suite, après que j'ai reçu le Nième dividende, l'action va avoir un prix. Et le prix de l'action au temps T est égal à N, ça aussi. Alors, encore une fois, je répète, tout outil financier, le prix de tout outil financier est égal à la valeur actuelle de tous ces cash flows. Donc, si j'achète aujourd'hui une action à son prix actuel, ben, ce prix, ça représente ce qu'on s'attend à recevoir en dividende. Alors, je vais recevoir un dividende pendant les N prochaines périodes. Et à la toute fin, je pourrais revendre mon titre pour le prix dans N période. Alors, le taux de rendement, c'est le taux d'intérêt qui actualise tous les cash flows futurs à son prix actuel. Alors,
C'est ça. Alors, généralement, on doit faire des suppositions parce qu'on ne sait pas que va être le dividende dans le futur. On pourrait couper le dividende. C'est très difficile de prédire que va être le prix de l'action dans le futur. Alors, si le taux d'intérêt n'est pas le même d'une période à l'autre, comme je vous ai dit avec mon portefeuille pour les 7 dernières années, il n'y avait aucun taux d'intérêt, taux de rendement pendant l'année qui était identique. Alors, à part les 2 années au début des années 2020. Alors, on regarde la valeur du portefeuille au début, la valeur du portefeuille après N période. Et s'il n'y avait pas de cash flow, alors il n'y avait pas d'entrée ou de sortie de fonds, mais c'est tout simplement le taux d'intérêt qui fait le prix au temps 0 fois 1 plus I à la N pour nous donner la valeur du portefeuille au temps T est égal à N. Et le taux d'intérêt, ça va être le taux de rendement moyen. Alors, comme je vous ai dit avec mon portefeuille, j'avais moins 19, plus 20, moins 19, plus 0,25, plus 80, plus 80 plus 35 et plus 25 pour cette année. En moyenne, j'ai fait, je pense, entre 20 et 25 Alors, je connais une très bonne séquence maintenant. Juste pour vous dire, entre 2000 et 2017, j'avais une très mauvaise séquence. Je pense que mon taux de rendement était de 2 qu'à la bourse, ça faisait des rendements de 12 Alors, j'ai fait plein d'erreurs, mais j'ai fait plein d'erreurs, mais j'ai juste fait une fois ces erreurs. Alors, j'ai tout le temps appris de mes erreurs. Ça faisait partie de mon éducation. Donc, si j'ai un taux de rendement sur T années, le taux de rendement moyen, c'est égal au taux de rendement de la première année, fois 1 plus le taux de rendement de la première année, fois 1 plus le taux de rendement de la deuxième année, fois 1 plus le taux de rendement de la troisième année. Et je fais ça pour les N années, comme dans l'exemple de mon portefeuille, les 7 dernières années. Alors, 1 plus 20 plus, fois 1 plus moins 19 plus 1 plus moins 19 plus 1 plus 0,5 plus fois 1 plus 80 fois 1 plus 80 fois 1 plus 35 fois 1 plus 20 et ça, c'est égal à 1 plus I à la puissance 8 pour les 8 dernières années. Alors, je suis capable de calculer mon R moyen. Ce que ce n'est pas, c'est une moyenne arithmétique. Alors, je ne peux pas prendre les rendements de chacune des 8 années et diviser par 8. Pourquoi? On a des intérêts qui sont composés ou des rendements qui sont composés. Alors, les intérêts d'une période, ils vont être crédités à des intérêts pour la période suivante. Alors, R tient compte du réinvestissement, intérêt composé. Alors, un exemple. J'ai une action qui verse aucun dividende au 1er janvier 2020. Cette action coûte 50 $. Le prix de l'action au 1er janvier de 2021 est de 80 $. Alors, cette action ne verse aucun dividende et pendant l'année, quelque chose qui vaut 50 $ va faire 30 $ pendant l'année, un rendement de 60 pas pire. Mais l'année suivante, le prix de l'action rechute à 50 $. Alors, on peut voir qu'on commence à 50, on finit à 50 pendant 2 années. Mais pendant ces 2 années-là, on peut voir que notre rendement moyen, c'est 0. Notre première année, alors quel est le taux de rendement sur cette action? La première année, on a fait 30 $ et la deuxième année, on a perdu 30 $. Donc, on doit tenir compte du réinvestissement. Alors, on va regarder les maths. Alors, pour 2020, le prix de l'action à la fin de l'année, moins le prix de l'action au début de l'année, c'est le 30 $ de gain capital. On n'a aucun dividende, donc on a fait 30 $ pendant l'année sur un placement de 50 $ qui est un rendement de 60 Maintenant, en 2021, au début de l'année, l'action valait 80 $. À la fin de l'année, l'action valait 50 $, donc on perd 30 $ pendant l'année et on n'a aucun dividende. Donc, on va faire une perte de 30 $ pendant l'année, mais au début de l'année, l'action valait 80 $. Donc, on a une action qui vaut 50 $ au début de l'année, à la fin de l'année, qui valait 80 $ à la fin de l'année. Donc, on a perdu 30 $ pendant l'année et on n'a aucun dividende. Au début de la période, le prix de l'action était de 80 $. Donc, c'est une perte de 37,5 pendant l'année. On fait 60 la première année, on perd 37,5 la deuxième année. Net, on avait une action qui valait 50 $ au début. Après 2 ans, elle vaut 50 $. On peut voir clairement qu'on a fait un rendement de 0. Qui est d'ailleurs la façon que je me ressens de 2010 à 2017, c'est ça que je me ressentais. Je voyais tout le monde faire de l'argent à part moi. Mon portefeuille ne voulait pas bouger pendant 7 ans et j'étais prof de finance et je me demandais, écoute, je suis une fraude, je ne suis pas capable de faire ça. Mais finalement, quand tout allait mal, c'est à ce moment-là que je faisais de l'argent. Alors, je commence à penser que je suis plus un bear qu'un bull.
Alors, quand tout le monde fait de l'argent à la bourse, j'ai l'impression que c'est pas moi qui fais de l'argent, mais quand tout le monde perd de l'argent à la bourse, j'ai l'impression que je fais une fortune. On appelle ça un bear. On fait de l'argent quand tout le monde perd son argent. OK. Donc, j'ai 50 qui est placé à un taux de rendement moyen pendant 2 ans. Alors, 50 fois 1 plus I au carré me donne le 50 à la fin de l'année. C'est équivalent à 50. Alors, on peut voir clairement que c'est égal à R est égal à 0. Taux de rendement, on a fait 0 de rendement. Mais c'est équivalent à 50 placé à du 60 alors 1 plus I pour la première année, le 60 de la première année, fois 1 plus I, alors 1 plus moins 37,5 pour la deuxième année, ce qui fait en sorte qu'on a 50 à la fin de la deuxième année. Alors, faites le calcul et vous allez voir que 50 fois 1,6 fois 0,625 est égal à 50. Notre rendement moyen est égal à 0. Alors, 50 au début, 50 à la fin, fois 1 plus I au carré, I ou R est égal à 0%. Alors, 1 plus I, alors ici, on peut enlever le 50. Alors, 1 plus R au carré est égal à 1 plus 60% fois 1 plus moins 37,5%. Et encore une fois, on isole notre R qui est égal à 0. Ce qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas faire 60% plus moins 0,375. Alors, 60% la première année, moins 37,5 plus moins 37,5 la deuxième année divisé par 2. Pourquoi? R tient compte du réinvestissement. Au début de la deuxième période, on a 80 qui est placé. Au début de la première période, on a 50 qui est placé. Alors, c'est 80 qui va perdre 30 la deuxième année. Et alors, on doit tenir compte de ce réinvestissement. On n'a pas 50 qui est placé au temps t est égal à 1, on a 80 placés au temps t est égal à 1. Donc, on va regarder maintenant un portefeuille qui est composé de N actions. Alors, le rendement d'un portefeuille. Alors, j'ai l'air d'avoir une belle grosse formule ici. Logiquement, c'est le pourcentage de mon portefeuille qui est investi dans l'action 1 fois le rendement de l'action 1, plus le pourcentage de mon portefeuille qui est investi dans l'action 2 fois le rendement de l'action 2. Alors, et je fais ça pour chaque titre qui est dans mon portefeuille. Je regarde quel est le pourcentage de mon portefeuille total qui est investi dans chaque action et je multiplie ça par le rendement de l'action pendant l'année et c'est une moyenne pondérée. Donc, si j'ai deux titres dans mon portefeuille, 50-50, et j'ai un titre qui fait du 8%, alors j'ai 50% de mon portefeuille qui va faire du 8%, et le deuxième titre, il a fait du 20%, je vais avoir 50% de mon portefeuille qui a fait du 20%. Alors, 50% de 8 plus 50% de 20, ça me donne un rendement moyen, un rendement pour mon portefeuille total de 14%. Une autre façon de le voir, je peux tout simplement regarder la valeur de mon portefeuille total au temps t est égal à 0, la valeur de mon portefeuille total au temps t est égal à 1, et la différence entre les deux, c'est le rendement pendant l'année. Et ce qu'on va faire pour le prochain exemple. Alors, WI, les W, ça veut tout le temps dire weight. C'est le pourcentage investi dans un titre. On l'a vu rapidement dans un cours précédent. Alors, c'est le pourcentage qui est investi dans chaque titre. Alors, j'ai un certain pourcentage de mon portefeuille qui est investi dans l'action Athabasca. W2, c'est le pourcentage de mon portefeuille qui est investi. Le pourcentage de mon portefeuille qui est investi. Alors, j'ai actuellement un portefeuille actif d'environ 250 000. En ce moment, j'ai comme 80 000 qui est investi dans Athabasca. Alors, j'ai 80 000 du 250 000. J'ai environ 32 de mon portefeuille qui est investi dans Athabasca. J'ai 10 000 actions de Crew. J'ai 57 000 qui est investi dans Crew. Alors, j'ai un peu plus que 20 qui est investi dans Crew. J'ai 8 000 qui est investi dans Gear. Alors, j'ai environ 8 sur 250 000. C'est 3,2 qui est investi dans Gear. J'ai 5 000 actions de BTEX. Alors, j'ai comme 28 000. Alors, j'ai comme 11 de mon portefeuille qui est investi dans BTEX. Alors, le rendement de mon portefeuille, ça va être le pourcentage qui est investi dans Athabasca fois le rendement de Athabasca, plus le pourcentage investi dans Crew fois le rendement de Crew, et ainsi de suite. Alors, je fais ça pour chacun des titres dans mon portefeuille. Je regarde quelle est la pondération, quelle est la proportion de mon portefeuille total. Bien sûr, la somme de toutes les pondérations est égale à 1. Et je vais regarder le rendement de chacun de mes titres.
Et le rendement total de mon portefeuille, ben, c'est le pourcentage qui est investi dans Athabasca fois le rendement dans l'année de Athabasca, plus le pourcentage investi dans Crew fois le rendement de Crew pendant l'année, et ainsi de suite. Alors, j'avais dit que j'ai 32 de mon portefeuille qui est investi dans du Athabasca et je pense que Athabasca a fait du 25 Alors, j'ai 32 de mon portefeuille qui a fait du 25 J'avais dit que j'ai 22 dans Crew. Crew, je pense qu'elle a fait comme du 5 pendant l'année. Alors, j'ai 22 de mon portefeuille qui a fait du 5 Et je vais faire ça pour tous les titres. Et la somme de toutes les WI, c'est les pourcentages. Alors, si je regarde la somme de tous les pourcentages dans ce portefeuille, ben, ça va être égal à 1. Et les rendements, ben, ça va tout simplement être le rendement du titre pendant l'année. Alors, dividende plus gain capital pendant l'année. OK, alors, une autre façon. Je regarde quelle est la valeur de mon portefeuille. Alors, P, c'est la valeur de mon portefeuille en début d'année et je regarde quelle est la valeur de toutes mes actions du premier titre. Alors, quelle est la valeur de toutes mes actions de Athabasca fois le rendement de Athabasca. Je regarde quelle est la valeur de toutes mes actions de Crew sur la valeur totale du portefeuille fois le rendement de Crew pendant l'année. Et je fais ça pour chacun de mes titres. Je pense que j'ai 12 titres dans mon 6. J'ai 10 titres dans mon portefeuille. Je vais faire ça pour les 10 titres. Et la moyenne pondérée à la proportion de chaque titre va me donner mon rendement total. Bien sûr, une autre façon de le faire, c'est que je regarde quelle est la valeur de mon portefeuille au début de l'année, quelle est la valeur de mon portefeuille à la fin de l'année. Et la différence entre les deux, c'est le rendement de mon portefeuille pendant l'année. OK. Alors, encore une fois, le prix de l'action. Alors, c'est la proportion dans chaque titre fois le rendement de chaque titre. Donc, on va regarder un portefeuille un exemple, un portefeuille composé de 3 titres. Et ces 3 titres qui ont déjà été dans mon portefeuille, alors 500 actions de Aéroplan achetées à 16 et 15. Je les ai toujours, ces titres de Aéroplan. Et ces titres de Aéroplan, je vais vous dire tout de suite, en date d'octobre, à un moment donné, ils valaient 16. Aujourd'hui, elles vaut 3. Alors, j'ai perdu comme 80 de la valeur de mes titres de Aéroplan. Écoute, ça arrive. J'ai pas juste des champions. Je veux juste vous dire une petite chose. Les personnes qui sont vraiment investies vont jamais parler de leur succès. Ils ont tendance plus à parler de leurs échecs. Pourquoi? Ils essaient de cacher combien d'argent qu'ils ont. Alors, ils essayent les vraies personnes riches, on ne sait pas qu'ils sont riches. Les personnes qui se prennent pour des riches, généralement, sont endettées jusqu'ici. Alors, vous l'avez vu souvent, le monde gagne la loterie, ils dépensent comme des malades, puis sont cassés après 1 an. Alors, les vraies personnes riches, ils ont tendance plus à parler de leurs échecs. Pourquoi? Ils veulent apprendre de leurs échecs. Alors, j'avais 500 actions de Aéroplan, ça c'était en 2013, à 16 et 15. J'avais 300 actions de Banque de Montréal, qui en 2013 valaient 68 et 95. En passant, ces titres, je les ai vendus quand Banque de Montréal avait frappé 100$. Je les avais vendus vers 2018. Par la suite, quand COVID elle avait frappé, Banque de Montréal avait chuté à 58$ et comme un malade, je suis rentré acheter mes 300 titres de Banque de Montréal à 300$. C'est monté jusqu'à 130. Je les avais rendus à 120. Aujourd'hui, en date d'octobre, je pense que BMO est à environ 115$. Donc, BMO, c'était un de mes succès. Et j'avais 300 actions de BlackBerry à 12$. Alors ça, c'est une autre grosse erreur que j'ai faite. En 2010, j'ai acheté 300 actions de BlackBerry à 65$. Pourquoi? BlackBerry sortait une nouvelle technologie qui s'appelait la BlackBerry Z10. C'était pour être révolutionnaire, c'était pour tuer iPhone. Bien sûr, ça n'avait pas tué iPhone. Et après quelques années, le prix du marché était moins confortable avec un prix de 65$. Et 3 ans plus tard, le marché était beaucoup plus confortable avec un prix de 12$. C'est pas le pire, ça. Le pire, c'est que j'ai acheté ces 300 actions de BlackBerry à 65$ avec de l'argent emprunté. Alors, c'est ça. Le marché peut être irrationnel bien plus longtemps qu'une personne peut être liquide. Donc, et c'est une des raisons pourquoi, en date d'octobre 2023, j'ai pas mal de mon argent qui est sur les lignes de côté. Donc, OK, donc BlackBerry, c'était un autre de mes échecs. J'ai emprunté 20 000$ pour acheter 300 actions de BlackBerry. 3 ans plus tard, BlackBerry était à 12$. Ça m'a pris 10 ans avant de vendre mes titres de BlackBerry. Mais comme je vous ai dit, quand j'ai vendu mes titres de BMO en 2022,
pour un gros profit. J'avais acheté à 60, j'avais vendu à 120. J'avais fait un profit d'environ 18-20 000 $. Alors, j'avais vendu mes actions de BlackBerry au même moment parce que les gains de Banque de Montréal étaient annulés par les pertes de BlackBerry. Alors, les deux s'annulaient et je ne payais aucun impôt. Alors, maintenant, j'ai très peu d'argent qui est à l'extérieur de mon CELI. Tout mon argent qui est investi plus ou moins tout dans mon CELI. Alors, je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour les impôts. Mais mes actions de Banque de Montréal, c'était de l'argent excédentaire de mon CELI en 2020. En 2020, j'ai vraiment acheté quand tout avait craché. Et à l'intérieur de 6 mois, ça avait rebondi à son prix d'origine. Alors, j'avais vraiment bien fait en 2020. Et pourquoi? Ben, j'avais appris de ce qui était arrivé en 2009. Je me souvenais de ce qui était arrivé en 2009. La bourse, elle avait craché de 50% et j'avais vu que ça avait bondi à son prix d'origine à l'intérieur de 2 ou 3 ans. Alors, quand il y a un crash de 50%, moi, je veux me garrocher comme un malade. Et je ne sais pas si je vous ai dit cette histoire, mais supposons que tu as Black Friday. Alors, l'action de grâce aux États-Unis, tu as Black Friday où est-ce que tout est à rabais à 50%. Il y a une ruée pour acheter des choses au magasin. Par contre, si les magasins doublaient leur prix pour une journée, il n'y aurait personne qui irait au magasin. Mais c'est drôle, pour la bourse, c'est l'inverse. Quand la bourse elle double en valeur, tout le monde se garoche pour investir à la bourse. Et quand la bourse elle donne un rabais de 50%, il n'y a personne qui veut investir. Ben, moi, je l'ai remarqué en 2009, après le crash de 2009. Alors, j'ai vu ça en 2020. Alors, j'ai dit, c'est le moment d'acheter et j'avais raison. Et c'est pour ça que 2020 et 2021, j'avais des rendements incroyables de 80% pour chacune de ces 2 années. OK, alors la question que je vous demande ici. Après un an, Aéroplan verse un dividende de 72 cents et valait 17,25. Elle ne paye plus de dividende et elle vaut comme 3 piastres aujourd'hui. BMO versait un dividende de 3,12 et valait 85,3. Ça, c'était vrai en 2014. Et BlackBerry ne verse aucun dividende et valait 11,70. Donc, quel est le rendement du portefeuille? Donc, il y a deux façons que tu peux le faire. Tu peux calculer la valeur du portefeuille au temps zéro, qui est la somme de toutes les actions au temps zéro. Et tu peux regarder la valeur du portefeuille au temps 1. Donc, la somme de toutes les actions au temps 1 plus toutes les dividendes qui ont été versés. Et la différence entre les deux, c'est tes rendements pendant l'année. Ou ben donc, je peux regarder individuellement la proportion investie dans chaque titre fois le rendement de chaque titre. On va le faire des deux façons. Donc, quel est le rendement de ce portefeuille? Donc, commençons avec Aéroplan. Alors, j'ai 500 actions de Aéroplan à 16,15. Ça veut dire que la valeur de mes actions de Aéroplan, j'ai 500 actions de Aéroplan à 16,15. Donc, la valeur de mes actions de Aéroplan, EMIA, est égale à 8075. Le pourcentage, pendant l'année, le titre va passer de 16,15 à 17,25. Donc, la plus-value pendant l'année va être de 1,10 sur un placement de 16,15. Alors, le prix de l'action va grimper de 5,81 pendant l'année. Aéroplan va verser un dividende de 72 cents sur un placement de 16,15, qui est équivalent à un rendement sur les dividendes, un taux de distribution, un taux de dividende un rendement de ces dividendes de 4,46 %. Donc, Aéroplan, pour l'année 2013, va faire un rendement de 11,27 %. Alors, juste pour Aéroplan, pour 2013, Aéroplan a fait un rendement de 11,27 %. Maintenant, j'ai d'autres titres. Ce n'est pas tout le portefeuille qui a fait 11,27 %, c'est juste Aéroplan. Je vais faire la même chose pour BMO et BlackBerry. Alors, pour BMO, j'ai 300 actions de BMO à 68,95. Et donc, la valeur des titres, ben, c'est 300 actions à 68,95. La valeur des actions, au début de l'année, c'est 20 685. Je vais faire un rendement sur BMO, alors un gain capital plus un dividende pendant l'année. Alors, j'ai 3,12 en dividende et j'ai fait comme 17 $ en plus-value. Donc, j'ai fait environ 20 $ sur un placement de 68, qui est un rendement de 27 %. Alors, juste les actions de BMO ont fait un rendement de 27,85. En exercice, faites le calcul. Calculez les dividendes, quel est le rendement des dividendes, plus le rendement en gain capital, et ça va vous donner 27,85. Au début de l'année, BlackBerry, j'avais 300 actions à 12 et 1. C'est ça, 300 actions à 12 et 1. La valeur des actions, c'était 3603. Aucun dividende n'a été versé et pendant l'année, le prix de l'action, elle a chuté de 2,58 %. Alors,
le gain capital est négatif, une perte en perte, ce n'est pas un gain capital qui est réalisé, mais le prix de l'action a chuté de 2,58 et j'ai 0% qui est versé en dividende. Alors, quel est le rendement de mon portefeuille? Ben, premièrement, je dois calculer quelle est la proportion de mon portefeuille qui est investi dans Aeroplan, BMO et BlackBerry. Parce que ce n'est pas un tiers, un tiers, un tiers. J'ai 20 000 dans BMO, j'ai 3 600 dans BlackBerry et j'avais quelque chose comme 8 000 investis dans Aeroplan. Donc, je dois regarder quelle est la proportion de chaque titre dans le portefeuille. Donc, la valeur du portefeuille au temps T est égale à 0. J'ai 8 000 qui est investi en Aeroplan. J'ai 8 075 dans Aeroplan. J'ai 20 685 investis dans BMO. J'ai 3 603 qui est investi dans BlackBerry. En tout, j'ai un portefeuille qui vaut 32 363. Ça, c'est au début de l'année 2013. Quel est le pourcentage qui était investi? Alors, j'ai 8 000 sur le 32 000 qui est investi dans Aeroplan. Donc, le pourcentage qui est investi dans Aeroplan, j'ai 24,95 %. J'ai 24,95 % de mon portefeuille qui va faire un rendement de 11,27 pendant l'année. J'ai 20 000 du 32 000 qui est investi dans BMO. Donc, j'ai 63,92 % de mon portefeuille, quasiment 2 tiers de mon portefeuille qui est investi dans BMO. Et ce 2 tiers du portefeuille va faire un rendement de 27,85 pendant l'année. Et j'ai 11,13 % du portefeuille qui est investi dans BlackBerry et 11,13 % du portefeuille va perdre 2,57 %, 2,58 % pendant l'année. Donc, quel est le rendement du portefeuille? Alors, j'ai 24,95 % du portefeuille investi dans Aeroplan. Et Aeroplan va faire 11,27 %. J'ai 63,92 % de mon portefeuille qui est investi dans BMO et BMO va faire 27,85 %. Et j'ai 11,13 % de mon portefeuille qui est investi dans BlackBerry. BlackBerry va perdre 2,58 % pendant l'année. Donc, ce portefeuille composé de 3 titres va faire un rendement de 20 et 32 pendant l'année. Donc, juste pour vous montrer, le rendement du portefeuille, c'est W1 fois le rendement du titre 1, plus W2, le pourcentage investi dans le titre 2, fois le rendement du titre 2, plus W3 fois le rendement du titre 3, qui était la slide qui était cette slide ici. Oups. Alors, c'est ça. Le pourcentage investi dans le titre 1 fois le rendement du titre 1, le pourcentage investi dans le titre 2 fois le rendement du titre 2, plus le pourcentage pour chacun des N titres dans le portefeuille, il y en avait juste 3 dans notre exemple, plus le pourcentage investi dans le titre 3 fois le rendement du titre 3. Alors, ça nous donne notre rendement total qui est de 20,32 pour ce portefeuille composé de 3 titres. Une autre façon de le faire, je peux regarder quelle est la valeur du portefeuille au temps 1. Au temps 1, j'ai 500 actions. La valeur du portefeuille au temps 1, c'est 500 actions de Aeroplan qui valent 17,25, plus 300 actions de BMO qui valent 85,03, plus 3 actions de BlackBerry qui vaut 11,70. Alors ça, c'est la valeur des actions dans le portefeuille au temps 1. Mais il y a du cash qui a été versé sous forme de dividendes. Tous les dividendes qui ont été versés, on va assumer qu'ils sont payés à la fin de l'année. Les dividendes qui ont été versés pendant l'année. J'ai 500 dividendes qui ont été versés de Aeroplan de 72 cents par action. J'ai 500 actions. J'ai 300 actions de BMO qui vont chacun verser un dividende de 3,12. Et j'ai 300 actions de BlackBerry qui n'ont versé aucun dividende. Donc, en tout, pendant l'année, je vais recevoir 1296 cash en forme de dividende. Ce que ça veut dire, c'est qu'à la fin de l'année, le portefeuille va valoir 37 644 plus 1296. Donc, à la fin de l'année, je vais avoir 1296 qui est reçu en forme de dividende et je vais faire un gain capital
même s'il est non réalisé, de la différence entre les prix des actions à la fin de l'année et la valeur du portefeuille au début de l'année. Alors, j'ai fait comme 5 000, un peu moins que 5 300, alors 5 281 en plus-value pendant l'année. Le portefeuille a augmenté de 5 281 sur un placement initial de 32 363 qui me redonne le même 20,32 et qui est le rendement du portefeuille. Donc, deux façons de trouver le rendement d'un portefeuille. Bien sûr, cette façon-là, elle est plus facile, mais la façon qu'on l'a faite, ça nous permet de remarquer quels sont les titres qui ont performé. Et généralement, à la bourse, un titre qui performe bien a tendance à continuer de bien performer. Un titre qui performe mal a tendance à continuer de mal performer. On va voir que si ça continue, parce que les taux d'intérêt, en date d'octobre 2023, les taux d'intérêt sont à la hausse. Alors, il y a beaucoup de compagnies qui ne font pas de profit, mais ils sont restés en vie parce que les taux d'intérêt, ils ont emprunté tellement d'argent à des bas taux d'intérêt. Mais si les taux d'intérêt sont renouvelés à un taux plus élevé, ces compagnies-là vont avoir de la misère à rembourser leurs dettes s'ils ne sont pas déjà en train de faire des profits. OK. Alors, ça, c'est la valeur d'un portefeuille. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder les 3 titres qui sont les plus couramment achetés sur les marchés financiers. Les obligations, les actions ordinaires et on va regarder les actions privilégiées. Donc, c'est les 3 types de titres qui sont les plus souvent achetés sur les marchés financiers. Donc, quand on parle d'une obligation, imaginez une obligation d'épargne du Canada. Qu'est-ce qui arrive? C'est que généralement, à l'origine, l'obligation, elle est vendue pour 1000 $. On connaît le taux d'intérêt du marché aujourd'hui et on garantit ce taux d'intérêt pendant les N prochaines années. Un bon exemple de ça, c'est aux États-Unis, c'est l'obligation le plus commun, c'est l'obligation de 10 ans. Alors, le rendement d'une obligation de 10 ans, tu vas faire du 4,68 par année. Donc, une obligation gouvernementale 10 ans émise aujourd'hui. Tu payes 1000 $. Tu vas recevoir à la fin de chacune des 10 prochaines années 46 et 83 sous ou 4,6830. Et à la fin de 10 années, on va te rembourser le 1000 $ que tu as payé au temps t est égal à 0. Et ça, c'est une obligation. Une petite chose. En date d'aujourd'hui, le taux d'intérêt était de 4,683 %. Mais à partir de demain, les taux d'intérêt vont fluctuer, soit à la hausse, soit à la baisse. Tout le monde a une opinion en ce moment. Alors, en ce moment, les taux d'intérêt, c'est ça où est-ce qu'il y a plus d'opinions. Quelqu'un va avoir raison, mais on va juste le savoir dans 10 ans ou dans 20 ans. Moi, personnellement, je pense que les taux d'intérêt vont rester élevés. Mais si vous écoutez cette capsule dans le futur, vous pouvez voir si j'ai eu raison. Je pense que les taux d'intérêt vont rester élevés. Comme maintenant, ils peuvent continuer d'augmenter un peu. Je pense qu'ils vont continuer d'augmenter. Mais écoute, je peux avoir tort. On va le voir dans quelques années. Alors, si tu achètes une obligation aujourd'hui, tu payes 1000 $. Mais demain, le taux d'intérêt va fluctuer. Le prix de l'obligation, j'ai payé 1000 $, il valait 1000 $ aujourd'hui. Mais demain, soit que le prix va être plus élevé ou plus bas. Si les taux d'intérêt ont augmenté, ça veut dire que j'aurais pu acheter une obligation demain à un taux d'intérêt plus élevé pour 1000 $. Ce qui veut dire que je serais perdant. Et si les taux d'intérêt baissent, ça veut dire que si j'aurais attendu demain pour acheter l'obligation, ça m'aurait payé un intérêt périodique plus bas. Donc, l'obligation que j'ai achetée aujourd'hui vaudrait plus. Juste pour vous dire, on va voir ça avec une petite preuve. Quand les taux d'intérêt sont à la hausse, le prix des obligations sont à la baisse. Et quand les taux d'intérêt sont à la baisse, le prix d'une obligation est à la hausse. Donc, une obligation est émise généralement soit par un gouvernement ou pour une entreprise à capital action comme une corporation, comme quasiment tous les titres vendus à la bourse émettent des obligations. Les seules exceptions, c'est les gros compagnies high-tech comme Apple, Google, Facebook, Amazon. Ils ont tellement fait de profit, ils n'ont jamais été obligés d'emprunter de l'argent. Microsoft, elle n'a aucune dette. Donc, je veux dire, ils ont tellement de cash, ils sont en train de racheter des actions de leur propre compagnie et c'est pour ça que le prix de ces actions-là sont tout le temps à la hausse. OK, donc, le prix qu'on paye aujourd'hui, si l'obligation, elle est émise aujourd'hui, elle est généralement émise pour 1000 $.
Et le prix de l'obligation, c'est le bouton Present Value. Ça va tout le temps être le bouton Present Value. Généralement, il est vendu pour 1 000 $ et le taux d'intérêt, c'est le taux d'intérêt qui est aujourd'hui. Par contre, les taux d'intérêt vont fluctuer, mais le pourcentage qui est payé sur ce 1 000 $, il va être fixé aujourd'hui. C'était le 683 que je vous ai dit tantôt. J'achète l'obligation pour 1 000 $ aujourd'hui. Je vais recevoir 46,83 en intérêt par période et à la toute fin, on me remet mon 1 000 $. Alors, le paiement périodique. Alors, le montant de le 46,83 qui est payé, on appelle ça un coupon. Si vous voulez appeler ça un dividende ou le montant des intérêts payés, je ne vais pas vous pénaliser, mais l'affaire, c'est que le coupon, c'est le bon mot, c'est le mot juste. Généralement, c'est le montant des intérêts qui est payé. Mais dans un cours plus avancé de finance, vous allez voir que ce n'est pas tout le temps le cas. Alors, le 46,83, c'est le coupon périodique qui est fixé à l'origine et c'est votre bouton paiement. À la toute fin, on va vous remettre la valeur nominale. Alors, les obligations à l'origine sont vendues pour 1 000 $, mais on va te remettre ce 1 000 $ à la toute fin. Ce 1 000 $, il est fixe. On appelle ça la face value ou la future value, si vous voulez. C'est la valeur nominale de l'obligation. Si jamais vous aviez acheté, moi, quand j'étais jeune, j'avais des obligations, j'avais une grosse obligation avec la photo de la reine, puis un gros 1 000 $ qui était écrit en haut à droite, écrit Banque du Canada dessus. C'était un prêt de 1 000 $ que je prêtais au gouvernement. De cette obligation, le prix de l'obligation fluctuait, mais le coupon était fixe et à la toute fin, après 10 ans, on me remettait le 1 000 $. Quoi d'autre? OK, alors un exemple. J'ai une obligation de 5 ans avec une valeur nominale de 1 000 $. La valeur nominale, c'est tout le temps la face value ou la future value. Alors, elle est vendue à t est égal à 0. Le prix, généralement, le prix de l'obligation à l'origine va être vendu pour sa face value. Parce qu'on connaît les taux d'intérêt aujourd'hui, on va fixer ça pour l'obligation. Les coupons de 40 $ sont payés semestriellement. Alors ça, c'est ce qui est très important. C'est que notre taux d'intérêt, ça va être le taux d'intérêt périodique. Alors, si ici, on est en train de payer des taux d'intérêt à chaque 6 mois, le taux d'intérêt qui va être calculé, c'est un taux semestriel, I2 sur 2. Pour ça que je vous ai dit au tout premier cours, apprenez périodique, nominal, effectif, parce que chaque cours subséquent, on va utiliser ça en plus de profondeur. Donc, une obligation de 5 ans. Alors, je vais avoir 10 coupons semestriels de 40 $ qui vont être versés. Et à la toute fin, je vais recevoir mon 1 000 $. Alors, si on vous dit aujourd'hui, alors si l'obligation elle est vendue pour 1 000 $ aujourd'hui, bien, ça veut dire que I2 est égal à 8 %. Quel est le prix de cette obligation? Alors, une autre façon de voir ça. Au temps T est égal à 0, on achète l'obligation pour son prix. Alors, j'ai des coupons de 40 $ qui vont être versés à la fin de chacun des 10 prochains semestres. Et à la toute fin, on va remettre le 1 000 $ de valeur nominale. Si I2 est égal à 8 %, ça c'est un taux nominal, j'ai besoin d'un taux périodique. C'est égal à 4 % par semestre. Donc, quel est le prix de cette obligation? Le prix, alors, si j'ai un taux d'intérêt nominal convertible 2 fois par année de 8 %, ça veut dire que mon taux d'intérêt périodique est de 4 %. À chaque période de 6 mois, je vais verser du 4 %. Alors, mon taux d'intérêt est égal à 4 %. J'ai 10 versements semestriels, alors 5 ans, 2 fois par année. La future value est égale à 1 000 $ et mon coupon est égal à 40 $. Quel est le prix de l'obligation? Donc, le prix de l'obligation, c'est la valeur actuelle de tous les cash flows futurs. Je vais recevoir 10 paiements semestriels en fin de période de 40 $ escomptés à du 4 % par période, plus un 1 000 $ à la fin de 10 semestres. Alors, ce 1 000 $ va être escompté de 4 % pendant 10 semestres. Alors, le prix d'une obligation, c'est égal à la valeur actuelle de tous les cash flows futurs. C'est la valeur actuelle des 10 coupons, escomptés avec intérêt, plus la valeur actuelle du 1 000 $ qui est payé à la toute fin.
Alors, encore, je répète, ça va être la valeur actuelle des 10 paiements. Alors, une rente de 10 paiements de 40 avec des paiements en fin de période, plus la valeur actuelle de 1000 au temps t est égal à 10. T exprimé en format, en période de semestre, à la fin de 10 semestres. Donc, le prix de l'obligation aujourd'hui, c'est égal à une série de 10 paiements périodiques de 40 escomptés à du 4 plus 1000 pièces qui va être versé dans 10 semestres. Alors, je vais escompter ça à 1 plus I pendant 10 semestres. Et donc, la valeur de l'obligation est égale à 1000 Et c'est ce que je vous ai dit. Généralement, une obligation est vendue à l'origine pour 1000 pièces. On va fixer le coupon au taux d'intérêt à l'origine. À partir de ce moment-là, le coupon va être fixe, mais les taux d'intérêt vont fluctuer, alors le prix de l'obligation va bouger à travers le temps. Donc, comment est-ce qu'on fait ça avec notre calculatrice? Donc, dans notre calculatrice, on a N périodes, on a 10 périodes. Donc, N est égal à 10. Ici, une période, c'est un semestre. I est égal à 4 c'est le taux d'intérêt par semestre, le taux d'intérêt périodique. Le paiement, c'est le coupon, c'est le paiement périodique de 40 On va avoir 10 paiements. Et la face value, on met ça dans le bouton Future Value, 2000 Compute Present Value, le prix de l'obligation, c'est la valeur actuelle de toutes les cash flows futurs, donc c'est la Present Value. Compute Present Value est égal à 1000 Alors, une autre chose, on investit 1000 aujourd'hui à du 4 Dans 6 mois, ce 1000 va valoir 1040. On te paye 40 cash, il reste 1000 investis. Ce 1000 investi pour la deuxième période va faire du 4 donc vaut 1040 au temps t est égal à 2. On te paye 40 il reste 1000 pièces investis. Et chaque période, le 1000 pièces va valoir 1040. Et on va faire ça pendant 10 années où est-ce qu'on va te payer le 40 il va rester 1000 pièces. Et à la toute fin, alors on a 1000 qui vaut 1040, on te paye 40, il reste 1000 investis. Il vaut 1040, on te paye 40 il reste 1000 qui est investi. Et chaque période, on va avoir 1000 qui va valoir 1040, 40 est payé. Et la dernière période, tu as 1000 qui va valoir 1040, on va te payer le 40 et immédiatement par la suite, on va te payer le 1000 Donc, tout l'argent va être payé. Et l'obligation, elle va venir à échéance. Donc, généralement, une obligation à l'origine, elle est vendue pour 1000 pièces. On peut avoir des exceptions, mais je veux dire, généralement, c'est le cas. Mais à partir de ce moment-là, le prix de l'obligation va fluctuer. Le coupon, il est fixe à 40. La valeur nominale, pour toutes mes obligations, pour mon cours, va tout le temps être 2000 pièces. Le taux d'intérêt du marché va fluctuer. Et donc, en conséquence, le prix du marché de l'obligation va fluctuer. Supposons dans 6 mois, immédiatement après avoir versé le premier coupon de 40 si les taux d'intérêt sont plus de 4 par période, ça veut dire que le prix des 9 paiements qui restent et de la valeur nominale, elle va changer. Elle ne va plus être de 1000 quand les taux d'intérêt changent. OK. Donc, le coupon périodique est généralement exprimé en pourcentage de sa valeur nominale. Donc, si jamais on vous dit une obligation, elle paye un coupon de 4 par période, c'est 4 de sa valeur nominale. Dans mes examens, la valeur nominale est toujours de 1000 en dollars canadiens ou en dollars américains, mais ce n'est pas égal au taux d'intérêt du marché. Alors, si je te dis que le taux de coupon est de 4 comme dans notre exemple ici, ça paye un coupon semestriel de 4 Alors, une obligation avec une valeur nominale de 1000 paye des coupons de 40 de 4 de 40 à chaque 6 mois. Donc, si une obligation avec une valeur nominale de 1000 paye des coupons de 40 à chaque 6 mois, son taux de coupon est de 4 aux 6 mois. Il faut préciser que c'est aux 6 mois. Si c'est des coupons annuels, je vais tout simplement dire que le taux de coupon est de si c'est des coupons annuels de 40 le taux de coupon est de 4 Alors, si on assume des paiements annuels. Mais pour des obligations du gouvernement, généralement, les coupons sont versés annuellement. Pour des obligations corporatives, généralement, les coupons sont versés. Encore une fois, vu de l'attention. Généralement, les coupons sont versés aux 6 mois.
Donc, c'est très important pour une obligation corporative de tenir compte que le taux d'intérêt, on a besoin d'un taux d'intérêt I2 sur 2, comme dans notre exemple ici. Donc, des bons du Trésor, les coupons sont versés à la fin de chaque année, et des obligations corporatives, alors des corporations, des titres qui sont vendus à la bourse, les coupons sont versés généralement aux 6 mois. Alors, le prix d'une obligation au temps t est égal à 0 est égal à la valeur actuelle de tous les coupons futurs plus la valeur nominale. Donc, dans notre exemple, c'est la valeur des 10 paiements de 40 c'est la valeur actuelle d'une rente de 10 paiements de 40 plus la valeur actuelle du 1000 qui est versé dans 10 semestres. Donc, au temps t est égal à 0, taux d'intérêt connu. Par la suite, le prix de l'obligation va fluctuer avec les taux d'intérêt du marché. Alors, le nouveau rendement, c'est le taux d'intérêt I qui satisfait l'équation suivante. Le prix d'une obligation qui est généralement connu. Alors, généralement, on ne connaît pas le taux d'intérêt de l'obligation, on l'extrapole à partir du prix. Le coupon, il est fixé à l'origine. La valeur nominale, elle est fixée à l'origine. Le nombre de paiements est fixé à l'origine, mais le taux d'intérêt, il fluctue. Généralement, on connaît le prix d'une obligation sur le marché et donc, en conséquence, on est capable d'extrapoler le taux d'intérêt. Encore une fois, avec la calculatrice, si vous avez 4 des boutons, vous pouvez calculer le cinquième. Future value va tout le temps être 2000 $. Le coupon, c'est paiement. Present value, c'est le prix de l'obligation. Taux d'intérêt, c'est le taux d'intérêt par période, semestriel ou annuel. Et N, c'est le nombre de périodes, nombre d'années ou le nombre de semestres. N'oubliez pas, le caprice de certaines calculatrices, c'est qu'il faut rentrer les bons chiffres positifs ou négatifs. Je vais vous dire ceci. Quand vous achetez une obligation, vous payez de l'argent pour l'acheter. C'est de l'argent qui sort de vos poches. Donc, le bouton Present Value, mettez-le tout le temps en négatif. C'est de l'argent qui sort de vos poches, c'est négatif. La Future Value, c'est le 1000 $ qui revient. Mettez-le, il rentre dans vos poches, alors mettez-le en positif. Et le coupon, c'est de l'argent qui rentre dans vos poches, mettez-le en positif. Parce que sinon, vous allez avoir un message d'erreur. Si vous mettez les 3 chiffres en positif, Present Value, paiement et Future Value, votre calculatrice va vous donner un message d'erreur. Donc, c'est de l'argent qui sort au début pour recevoir des paiements, des coupons périodiques. Alors, de l'argent qui sort au début, le prix de l'obligation pour recevoir des coupons et le 1000 $ à la toute fin. Donc, le coupon, il est fixe, la valeur nominale, elle est fixe, mais le taux d'intérêt va fluctuer, qui va faire en sorte que le prix de l'obligation va changer. Donc, notre calcul va être de calculer la nouvelle valeur de l'obligation, le nouveau prix de l'obligation ou le nouveau taux d'intérêt du marché. Donc, une obligation corporative 5 ans avec une valeur nominale de 1000 $ versant des coupons de 5 % à chaque 6 mois coûte 1250. Quel est le taux de rendement annuel? Alors, pour revenir, alors, le coupon C, c'est ton paiement périodique. Alors, ici, on dit qu'on a un coupon de 5 %. Alors, est-ce que c'est 5 % de 1000 $ ou est-ce que c'est 5 % de 1250? Ça va tout le temps être 5 % de la valeur nominale, tout le temps 5 % du 1000 $. Et ça, c'est une erreur qui va arriver souvent à l'examen. Généralement, il y a une question qui demande cette interprétation-là. C'est tout le temps le taux de coupon, c'est le pourcentage de la valeur nominale qui est versée sous forme de coupon, le paiement périodique. Donc, on a un coupon de 50 $. Le prix de cette obligation est de 1250. On a une obligation corporative 5 ans avec une valeur, avec des coupons de 50 $ à chaque 6 mois. Donc, on a 10 paiements en tout. Alors, quel est le taux de rendement de notre obligation? Alors, je vais vous donner quelques minutes. Essayez de voir si vous êtes capable de calculer la réponse. Et si jamais vous avez votre calculatrice qui vous donne un message d'erreur, sachez que l'argent qui sort de vos poches, vous le mettez en négatif et l'argent qui rentre dans vos poches, vous le mettez en positif. Donc, alors, si je regarde vos réponses, alors j'ai plusieurs personnes qui ont répondu C. Si vous avez répondu C, quelle est votre erreur? Je vois aussi que j'ai plusieurs étudiants, j'ai un peu moins d'étudiants qui ont répondu D. C'est ça, j'en ai un peu moins qui ont répondu D. Si vous avez répondu D, quelle est votre erreur? La bonne réponse, j'en ai 2 dans le chat qui ont l'air d'avoir eu la bonne réponse. La bonne réponse, c'est E. N'oubliez pas, avec votre calculatrice, quand vous calculez le taux d'intérêt, vous êtes en train de calculer le taux d'intérêt périodique. Alors, 2,19 %, c'est I2 sur 2.
Si vous le multipliez par 2, ça vous donne le taux nominal. Je vous demande quel est le taux de rendement annuel. Alors, les taux de rendement vont tout le temps être des taux effectifs. Donc, le calcul. Le coupon qui est payé à chaque 6 mois, c'est 5 de la valeur nominale de 1000 $, donc 50 $. Le prix de l'obligation aujourd'hui, c'est 1250. Que vaut ce 1250? Ben, c'est la valeur actuelle de tous les cash flows futurs. C'est égal à 10 coupons semestriels. 2 coupons par année pendant 5 ans, 10 coupons semestriels en fin de période de 50 $ au taux d'intérêt semestriel I2 sur 2, plus 1000 $ qui sera versé dans 5 ans, donc à la fin de 10 semestres. Alors, 1 plus I2 sur 2 à la puissance 5 fois 2, 10. Donc, avec la calculatrice, même moi, je ne serais pas capable de faire ça manuellement. Il faut passer par la calculatrice. N est égal à 10. Paiement est égal à 50. Future value est égal à 1000. Maintenant, dépendant de votre calculatrice, la mienne, je dois rentrer ça, present value 1250. Mais si vous faites ça et que vous avez un message d'erreur, c'est parce que vous avez peut-être la Sharp EL ou même la BA2+. Vous devez mettre present value en négatif. Si vous mettez present value en négatif, vous faites compute E et ça vous donne 2,19%. Ce 2,19%, ben, c'est égal au taux d'intérêt périodique I2 sur 2, 2,19%. Alors, pour le convertir en effectif, il faut faire 1 plus I2 sur 2 à la puissance 2 est égal à 1 plus le taux effectif. Et donc, on isole notre effectif de 4,43. Alors, la bonne réponse, c'était E. Si vous avez répondu C, 2,19, ben, c'est que je vous demande quel est le taux de rendement annuel et vous m'avez donné I2 sur 2. Si vous avez répondu D, 4,38, c'est que vous avez pris I2 sur 2, vous l'avez multiplié par 2 pour vous donner le taux nominal, qui n'était pas la réponse. Les taux de rendement annuels sont toujours des taux de rendement annuels, mais sont effectifs. Avec l'exception de quelques exceptions, on ne manipule jamais le taux de rendement annuel. De temps en temps, une question à chaque 5 examens, vous allez avoir un taux de rendement où est-ce que vous devez le convertir, mais c'est exceptionnel. OK. Si le prix de l'obligation est égal à sa valeur nominale, alors le rendement de l'obligation est égal à son taux de coupon. Si vous vous souvenez tantôt, l'obligation, on avait 10 coupons de 40 $ et 1000 $ à la toute fin. Cette obligation coûtait 1000 $ à l'origine. Pourquoi? Le taux d'intérêt du marché est égal au taux de coupon. Le taux d'intérêt du marché était de 4 % par semestre. Le taux de coupon était de 4 % par semestre. Alors, si le prix de l'obligation est égal à sa valeur nominale, et dans mon cas, toutes les valeurs nominales vont être de 1000 $. Si le prix de l'obligation est de 1000 $ et la valeur nominale est de 1000 $, par défaut, le taux d'intérêt est égal au taux de coupon périodique. Le taux d'intérêt périodique est égal au taux de coupon périodique. Donc, 40 $ versés aux 6 mois, c'est 4 % de sa valeur nominale quand le taux d'intérêt est de 4 %. Donc, si le prix de l'obligation est égal à sa valeur nominale, et la valeur nominale va tout le temps être de 1000 $, le taux d'intérêt par période est égal au taux de coupon par période. Si I est égal au taux de coupon, c'est la même chose. Le prix de l'obligation va être de 1000 $. Si le taux d'intérêt est de 4 % et le coupon est de 4 %, l'obligation va valoir sa valeur nominale de 1000 $. Alors, le taux de coupon, comme je vous ai dit, il est fixé à l'origine. Par la suite, les taux d'intérêt vont fluctuer et on va calculer le nouveau prix de l'obligation avec le taux d'intérêt du marché. Ou on va, si on connaît le prix de l'obligation sur le marché, on va extrapoler le taux d'intérêt du marché. OK. Le prix d'une obligation de 20 ans est égal à 1000 $. La valeur nominale est de 1000 $ et un coupon de 7 % est versé annuellement. Quel est le rendement de cette obligation? Alors, ici, c'est une question super facile, pas besoin de faire un calcul. L'obligation, elle a un prix de 1000 $. Present value, 1000 $. Future value, face value, valeur nominale, 1000 $. Si le taux de coupon est de 7 % annuellement, ça veut dire que le taux d'intérêt est de 7 % annuellement. Donc, si je fais le prix de l'obligation qui est égal à 1000 $, mais c'est égal à la valeur actuelle de tous les cash flows futurs. C'est égal à la valeur de
20 paiements de 7 de 1 000 $. Donc, le coupon est de 70 $ à la fin de chacune des 20 prochaines années. Et à la fin de 20 ans, on va rembourser la valeur nominale de 1 000 $. Donc, future value est égal à 1 000, paiement est égal à 70, present value est égal à 1 000 ou moins 1 000, n est égal à 20, compute i, et ça va vous donner le taux d'intérêt qui est de 7 qui est exactement la même chose que le taux de coupon. Donc, avec la calculatrice, n est égal à 20 paiements. Le paiement périodique, c'est le coupon, c'est 70 $. La present value, c'est 1 000 $ ou moins 1 000 $ si vous avez la Sharp. La face value, la valeur nominale est de 1 000 $. Compute taux d'intérêt. Ici, une période, c'est 1 an. Donc, c'est le taux d'intérêt effectif, le taux de rendement annuel, ce qui veut dire que le taux effectif est de 7 Maintenant, dans un an, cette même obligation, c'est ça. Dans un an, cette même obligation, elle va avoir versé un paiement. Alors, dans un an, elle va verser 70 $. Mais maintenant, je vous dis que le taux d'intérêt a grimpé à 8 Alors, le prix de l'obligation va toujours être égal à la valeur actuelle des 19 paiements qui restent, plus la valeur actuelle du 1000 $ à la fin de 19 années. Donc, prix d'une obligation de 20 ans est égal à 1000 $. La valeur nominale est de 1000 $ et un coupon de 7 est versé annuellement. C'est la même chose. Mais par contre, on dit, dans un an, immédiatement après le versement du premier coupon, le taux d'intérêt du marché, alors il y a une erreur ici, le taux d'intérêt du marché est maintenant de 8 Alors, les taux d'intérêt sont à la hausse. Calculez le nouveau prix de l'obligation. Alors, maintenant, je répète, le prix de n'importe quel instrument financier est égal à la valeur actuelle de tous ces cash flows futurs. Que ce soit une action, que ce soit un projet, que ce soit une entreprise, que ce soit une obligation, une action privilégiée. C'est la valeur actuelle de tous les cash flows futurs. Il nous reste 19 paiements de 70 $. Le coupon, il est fixe. Il nous reste 19 paiements de 70 $. Mais maintenant, on va les escompter à du 8 Et dans 19 années, on va recevoir le 1000 $ qui restait. Et ce 1000 $ va être escompté à du 8 Donc, quel est le nouveau prix de l'obligation? Le prix de l'obligation au temps t est égal à 1. C'est égal à la valeur actuelle des 19 paiements qui restent au nouveau de 70 $ au nouveau taux d'intérêt du marché de 8 plus 1000 $ qui sera versé dans maintenant 19 années, qui vont être escomptés à du 8 Donc, encore une fois, avec la calculatrice, il reste maintenant N est égal à 19 paiements, I est égal à 8 paiement est égal à 70, future value est égal à 1000, ça c'est fixe. Compute present value, ça nous donne 903,96. Donc, le prix de l'obligation au temps t est égal à 1 est de 903,96. Et c'est ce que je vous ai dit tantôt. Si les taux d'intérêt augmentent, le prix d'une obligation est à la baisse. Si, après un an, le taux d'intérêt était toujours de 7 qui est le taux de coupon, le prix de l'obligation serait à 1000 $. Imaginez, aujourd'hui, on est au temps t est égal à 1. On a acheté une obligation au temps t est égal à 0 qui payait un coupon de 70 cette obligation, on a payé 1000 $. Et un an plus tard, il nous reste 19 paiements de 70 $ et la valeur nominale à recevoir dans 19 années. Par contre, une obligation qui est émise aujourd'hui avec une durée de 19 années, une autre obligation qui serait émise aujourd'hui avec une échéance de 19 années. Ça existe. C'est pas tout le temps des beaux chiffrons. Une obligation qui est émise aujourd'hui serait vendue pour 1000 $ et verserait un coupon égal au taux d'intérêt du marché de 8 Nous, notre obligation, elle est bonne pour 19 années, mais elle verse juste un taux de coupon de 7 Alors, je reçois une obligation qui me donne 70 $ par année, une obligation identique qui serait émise aujourd'hui pour des 19 années qui restent, il donnerait un coupon de 80 $ par année. Et elle vaudrait 1000 $. Donc, moi, mon obligation que j'ai achetée l'année passée, elle paye moins qu'une obligation émise aujourd'hui avec la même échéance. Et donc, nécessairement, elle doit valoir moins. Et quelle est la perte en valeur? C'est le 96 et 4 sous. L'inverse est vrai aussi.
Si après un an, les taux d'intérêt ont baissé à 6 une obligation 19 ans qui serait émise au temps T est égal à 1 verserait un coupon de 60 et coûterait 1000 pièces. Moi, j'ai la même obligation qui verse un coupon de 70 et donc nécessairement, elle vaudrait plus que 1000 pièces. Donc, si les taux d'intérêt sont à la hausse, le prix des obligations sont à la baisse. Et si les taux d'intérêt sont à la baisse, le prix des obligations sont à la hausse. Une petite note là-dessus. Généralement, le monde qui achète des obligations d'Épargne du Canada, ils s'en fichent. Ils vont recevoir leurs 20 paiements et à la toute fin, ils reçoivent leurs 1000 dollars. Alors, ils s'en fichent des fluctuations. Si ton intention, c'est d'acheter une obligation sur 20 ans, ou la plupart des obligations les plus populaires sont des obligations 10 ans, je veux dire, généralement, sur 10 ans, on s'en fiche des fluctuations, à moins que tu es un trader. OK. Le prix d'une obligation 20 ans est égal à 1000 pièces. La valeur nominale est de 1000 et un coupon de 7 est versé annuellement. Après le versement, le taux d'intérêt de 8 c'est... Ah, OK. Alors, calculez le nouveau prix de l'obligation. Le prix de l'obligation a chuté de 1000 pièces. Qu'est-ce qu'on a payé au temps T est égal à 0? À 903,96 au temps T est égal à 1. Pourquoi? Les taux d'intérêt ont augmenté. Et donc, une obligation qui serait émise aujourd'hui, qui a une échéance de 19 ans, coûterait 1000 pièces et verserait un coupon de 80 Nous, notre obligation, il reste 19 ans. C'était une obligation de 20 ans à l'origine, mais il reste 19 ans. Elle verse juste un coupon de 70 et donc, nécessairement, elle paye moins que cette obligation qui vaut 1000 pièces. Une obligation qui vaut 1000 pièces paye 80 Nous, notre obligation, elle paye juste 70 Donc, nécessairement, elle vaut moins que l'obligation qui vaut 1000 pièces. Et c'est la différence de prix, c'est parce que les nouvelles obligations qui sont émises au temps 1 versent un coupon de 10 de plus. Justement, les coupons sont émis généralement au taux d'intérêt du marché à l'origine. Mais par la suite, les taux d'intérêt, ils fluctuent. OK, alors, ça, c'est le premier titre qu'on va voir. Maintenant, on va voir une action privilégiée. Une action privilégiée et une action ordinaire sont très similaires, mais généralement, les actions privilégiées sont émises dans des cas exceptionnels. Alors, l'exemple que je vous donnerai, c'est Banque Scotiabank. Alors, en 2009, Scotiabank, elle avait une dette qui était due de 10 milliards de dollars. Mais qu'est-ce qui est arrivé en 2009? C'était la crise économique de 2009. Alors, si jamais j'ai le graphe qui va s'activer. Alors, tu as 10 milliards de dollars qui devient dû, mais tu avais la grosse crise économique aux États-Unis. Je vous ai déjà dit ça, qu'on est tellement corrélé avec le marché américain que quand ça va mal aux États-Unis, même s'il n'y a rien de mauvais avec nos banques au Canada, ça va mal au Canada aussi. Alors, ouais, OK. Alors, voyons, mettons ça. Alors, 10 milliards de dollars, puis il y avait une crise financière bancaire aux États-Unis. Alors, généralement, qu'est-ce qu'une corporation va faire? Elle va renouveler sa dette à la fin, à échéance, comme quelques mois avant que la dette devienne due. Elle va tout simplement, elle va prendre sur sa Mastercard, elle va rembourser elle va emprunter le même montant sur sa Mastercard et elle va payer sa Visa. Donc, au lieu un emprunt hypothécaire, généralement, vous remboursez ça sur 25 ans. Mais une corporation, elle va garder le même niveau de dette. On va voir ça en finance 2, mais elle va garder le même niveau de dette. Alors, en 2009, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y avait la crise bancaire. Alors, 2009, il est où 2009? OK, si jamais j'ai mon graphe qui va... OK, voilà. Voyons, allons à 2009. OK, alors, tu avais Scotiabank qui se transigeait en 2007, Scotiabank se transigeait à environ 53 Tu avais la crise bancaire aux États-Unis et le prix du titre, elle avait chuté jusqu'à 26 oh, le prix du titre avait chuté de 50 Voyons. Voilà. Alors, le prix du titre avait chuté de 50 Donc, qu'est-ce que Scotiabank voulait faire? Elle voulait emprunter 10 milliards de dollars pour rembourser son ancienne dette de 10 milliards de dollars. Elle ne pouvait pas le faire. Il n'y avait personne qui voulait lui prêter de l'argent à un taux d'intérêt raisonnable. Donc, elle n'a pas payé sa dette avec de la dette. Elle pouvait émettre des titres. Généralement, c'est perçu très mal par le marché quand tu émets des titres parce que tu vas diluer les actionnaires ordinaires. D'autant plus, tu vas émettre des actions quand le prix de l'action est à 25$ et à rabais de 50 Les actionnaires existants vont être en fureur. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est qu'ils ont émis, je pense, ils ont émis quelque chose comme
200 millions d'actions privilégiées à un prix de 50 avec une clause de remboursement après 10 ans. Donc, ils ont payé la dette en émettant des actions privilégiées et après 10 ans, ils ont tout simplement racheté le 10 milliards de dollars. Probablement en empruntant 10 milliards en 2019 et ils ont racheté les actions ordinaires, les actions privilégiées. La différence entre une action privilégiée et de la dette, c'est que le dividende n'est pas déductible d'impôt pour la compagnie. Alors, qu'est-ce qu'elle perdait en crédit d'impôt? Mais je veux dire, elle gagnait en ne pas payant un taux d'intérêt ridicule ou en émettant des actions à prix ridicule. Donc, après 10 ans, elle a tout simplement racheté toutes ses actions. Pendant ces 10 années-là, le dividende était fixe. Et généralement, pour des actions privilégiées, le dividende est fixe, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Il peut avoir de la croissance comme une action ordinaire. Alors, une action privilégiée, ce n'est pas de la dette et ce n'est pas des fonds propres, c'est un mélange entre les deux. Des fois, on va traiter une action privilégiée comme de la dette. Dans le cas de Scotiabank, c'était traité comme de la dette parce qu'il y avait une clause de remboursement. Donc, dans le bilan, c'est traité comme une dette, malgré le fait qu'en théorie, c'est des capitaux propres. La seule chose, c'est que les intérêts, les dividendes qui étaient versés sur ces actions privilégiées ne donnaient pas un crédit d'impôt. Tandis que si c'était un emprunt de 10 milliards, les intérêts crédités, c'est déductible d'impôt pour la compagnie. OK, alors, le rendement pour une action privilégiée, on va utiliser le terme rendement pour un preferred share. Alors, c'est la terminologie américaine, preferred share, PS pour preferred share. Généralement, si l'action a une clause de remboursement, on va traiter ça comme de la dette dans le bilan. Et si elle n'a pas de clause de remboursement, on va traiter ça comme des fonds propres. Ça se peut, de temps en temps, ça se peut que de la dette soit classifiée comme des fonds propres, mais on va voir ça au cours 8 et 9. Les dividendes sont généralement payés à l'infini, mais s'il y a une clause de remboursement, c'est généralement un horizon temporaire, un horizon temporel temporaire. Comme dans le cas de Scotiabank, il y avait des dividendes qui étaient versés trimestriellement pendant 10 ans. Et ensuite, on rachetait l'action privilégiée. Mais généralement, ça peut être une perpétuité. Ça peut aussi être une perpétuité en croissance géométrique. Du moins, c'est le modèle qu'on va voir. Donc, le prix de l'action privilégiée au temps zéro. Encore une fois, ça va être le dividende au temps 1 divisé par le rendement sur les preferred shares, le taux d'intérêt du preferred shares, moins le taux de croissance. Alors, le taux de croissance peut être égal à zéro et c'est souvent le cas. Surtout si c'est des preferred qui ont une clause de remboursement. On va dire, on va payer un dividende fixe pendant 10 ans, puis par la suite, on va racheter les titres. Et si on ne rachète pas les titres, je veux dire, c'est pas logique d'avoir un taux de croissance nul parce que l'inflation va venir gruger la valeur des preferred shares, qui pourrait peut-être être la raison pour qu'on les a émises. Alors, je veux dire, 1000$ aujourd'hui, ça vaut bien moins que 1000$ en 1990 à cause de l'inflation. Donc, G, c'est généralement proche, un peu supérieur au taux d'inflation. Donc, si le taux de croissance est égal à zéro, ben, c'est tout simplement le prix de l'action, le preferred shares, ben, c'est tout simplement le dividende au temps 1 divisé par RPS moins 0. Donc, le dividende, si le taux de croissance est de zéro, le dividende ne va jamais croître. Donc, c'est tout simplement le dividende qui est perçu. Le dernier dividende va être le même que le prochain dividende. Alors, un exemple. Supposons que les dividendes sont constants à 5 et que le rendement exigé par les actionnaires privilégiés est de 5 Alors, le rendement des preferred est de 5 Que doit être le prix de l'action? Alors ici, on suppose que c'est une perpétuité. Donc, ça veut dire que le prix de l'action au temps 0, c'est égal au dividende au temps 1. Tous les dividendes sont constants à 5 divisé par le rendement des preferred 5 moins le taux de croissance qui est de 0. Pourquoi? Les dividendes sont constants. Et donc, un preferred devrait être égal à 100 Ça veut dire, j'ai investi 100 aujourd'hui à du 5 Ce placement vaut 105 dans un an. Du 105, j'ai 5 qui est versé cash, il reste 100 qui est placé, qui vaudra 105 au temps 2. Il y a 5 qui est cash payé en dividende. Il reste 100 qui est placé, qui va valoir 105 au temps t est égal à 3. Alors, en d'autres mots, on paye juste les intérêts sur le placement initial. OK. Une action ordinaire, généralement, les dividendes ont un pourcentage de croissance. Alors, une action ordinaire, c'est généralement c'est les propriétaires de l'entreprise. Alors,
toutes les compagnies cotées à la bourse ont des actions ordinaires. Quelques-unes ont des preferred. C'est beaucoup plus rare. Et quasiment toutes les compagnies cotées à la bourse, environ 2 tiers de la compagnie est financée par des obligations, par de la dette. Alors, on adore la dette. Et la raison, c'est que la banque, les créanciers demandent du 4, 5, 6 sur les obligations, mais les actionnaires s'attendent à du 10, 11, 12 Alors, c'est pour ça que si on emprunte à du 5 pour racheter des titres, les actions qui restent en circulation, ils valent plus. Alors, c'était le petit exemple qu'on avait fait au tout début du premier cours. On va revisiter ça au cours 8. Alors, ça donne des droits de vote. Alors, à chaque fois, tu peux, pour une action, tu as un droit de vote pour embaucher le conseil d'administration. Alors, le chairman of the board, puis tous les exécutifs, tous les officiers, je devrais dire. Et c'est eux qui vont embaucher le président, le vice-président finance, le vice-président opération, vice-président investissement, tous les vice-présidents de la compagnie. C'est le conseil d'administration qui va les embaucher. Mais les actionnaires ont le droit de voter sur qui qu'on veut sur le conseil d'administration. Alors, si tu as un vote, une action, tu as juste un vote. Si tu as 1 million d'actions, 1 million d'actions, tu as 1 million de votes. OK. Généralement, pour nous, on va assumer qu'une action verse des dividendes à l'infini avec un certain taux de croissance. Et on va dénoter RCS. RCS pour Common Shares, le rendement des Common Shares. Alors, le prix d'une action, ben, c'est le dividende qui est au temps 1, escompté avec le taux d'intérêt, le taux de rendement attendu des actionnaires, plus le dividende au temps 2, escompté avec le rendement des actionnaires pour 2 périodes, dividende au temps 3, et ça jusqu'à l'infini. Alors, ça devient une perpétuité en progression géométrique si on assume que chaque dividende croît de G% par période. Alors, le modèle qu'on a vu s'appelle le modèle de Gordon. Le prix d'une action ordinaire, le prix d'une action au temps 0, est égal au dividende dans une période divisé par le taux d'intérêt attendu par les actionnaires moins G, le taux de croissance des dividendes. Alors, nous, notre modèle, on va assumer qu'à chaque période, les dividendes croissent de G%. OK. Il y a une autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi vendre le titre dans N période. Donc, le prix de l'action aujourd'hui, c'est égal à la valeur de tous les cash flows qu'on va recevoir. Donc, ça va être la valeur des N dividendes que je vais recevoir pendant N périodes. Et immédiatement après que j'ai reçu le Nième dividende, je vais vendre l'action pour son prix au temps T est égal à N. Et le prix au temps T est égal à N est égal au dividende dans une période, donc au temps N plus 1, escompté divisé par I moins G. Donc, le prix d'une action au temps t est égal à 0. Ben, c'est égal à la valeur des N premiers dividendes. Le dividende au temps 1 escompté avec une période d'intérêt. Le dividende au temps 2 escompté avec 2 périodes d'intérêt, et ainsi de suite. Pendant N périodes, le dividende au temps N escompté avec N périodes. Et immédiatement après qu'on a vendu le dividende, qu'on a reçu le dividende, on va vendre l'action à son prix au temps N. Erreur commune, j'ai des étudiants qui vont calculer le prix de l'action au temps N plus 1. Alors, immédiatement après qu'on a qu'on a reçu le dividende, on va vendre l'action au temps T est égal à N. Et donc, le prix au temps T est égal à 0 est égal à la valeur actuelle de tous nos cash flows. On va recevoir N dividendes escomptés avec N périodes d'intérêt. Plus au temps N, immédiatement après le dernier dividende, on vend l'action pour son prix de vente, son prix au temps N, escompté avec N périodes d'intérêt. Alors, le prix de l'action au temps T est égal à 0 est égal à la valeur actuelle de tous ces cash flows, la valeur actuelle de N dividendes. Alors, ça pourrait être avec une croissance nulle, ça pourrait être avec une progression géométrique, plus le prix de l'action au temps N. Et s'il y a une progression géométrique, sachez que le prix de l'action au temps N, ben, ça va être égal au dividende dans une période. Donc, le dividende au temps N plus 1 divisé par I moins G. Ça, ce serait le prix de l'action au temps N. Alors, un exemple. Attends, avant, le marché interprète un changement de politique de dividende comme un signal notable et durable de l'évolution des profits de la firme. Alors, j'avais déjà parlé de ça en cours précédent. Généralement, les dirigeants vont garder un dividende fixe et ils vont l'augmenter si jamais ils s'attendent jamais à devoir le couper. Si tu augmentes le dividende de 10 ça veut dire que tous les cash flows futurs devraient augmenter de 10 eux aussi. Alors, si tu as un dividende qui a augmenté de 10 le prix de l'action devrait augmenter de 10 Mais si tu coupes le dividende, le prix de l'action va planter. Pourquoi?
c'est interprété par le marché comme une catastrophe. Alors, quand Carnival, ben, un bon exemple de ça, ce serait Citibank Citibank en 2000, Citibank en 2009. Je vais aller trouver Citigroup en 2009. Alors, qu'est-ce qui est arrivé avec Citigroup? C'est que c'était la crise du subprime en 2009. Alors, en 2007, on ne savait pas qu'il était pour avoir une crise économique. Alors, Citigroup versait un beau dividende et la valeur de... Alors, aujourd'hui, Citigroup, c'est une compagnie qui vaut 78 milliards de dollars, mais c'est une compagnie qui a déjà valu 1 trillion de dollars. Alors, elle versait un dividende constant. Puis en 2007, il y avait quelqu'un qui avait dit, écoute, cette compagnie-là, elle avait fait tellement de pertes, elle va être obligée de couper le dividende. Tout le monde l'avait traité de personne ridicule. Mais effectivement, c'était la crise du subprime. Et qu'est-ce qui est arrivé? Si jamais j'ai le graphe qui va apparaître. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a coupé le dividende de 50 et le prix de l'action en 2009, elle avait vraiment planté. Vous voyez comment ça a planté? En 2007, l'action valait, ben ça c'était avant le split, alors elle valait 557. Puis ensuite, on a coupé le dividende, puis le marché avait interprété ça comme il y a quelque chose qui se passe là. Puis le prix de l'action, elle avait perdu 95 de sa valeur. Alors, une compagnie qui valait 1 trillion de dollars, elle avait chuté, elle avait perdu 95 de sa valeur à l'intérieur de 2 ans. Alors, ils ont coupé le dividende de 50 puis par la suite, ils l'ont éliminé carrément. Quand ils ont coupé le dividende de 50 le prix de l'action avait déjà perdu quasiment toute sa valeur. Pourquoi? Il y avait quelque chose qui se passait chez la compagnie, c'était la crise du subprime. Alors, généralement, une firme, elle va viser un pourcentage qu'elle veut émettre de ses profits. Elle va payer un certain pourcentage en dividendes et elle va garder le reste et elle va le réinvestir dans la compagnie. Qu'est-ce qui est réinvesti dans la compagnie va générer de la croissance et va générer le G. Et qu'est-ce qui est payé en dividendes? C'est reçu cash par les actionnaires dans leur poche. Alors, on regarde les profits, le bénéfice net, le net income et il y a un pourcentage qui est versé en dividendes. Pour toute compagnie, alors, le net income par action ordinaire, c'est le earnings per share. Alors, si on regarde Citigroup, a fait un profit de 6,31 et elle verse 2,06 en dividendes. Ça veut dire qu'elle verse environ le tiers de ses profits sous forme de dividendes. Et c'est généralement, pour chacun des cas, c'est rare qu'on ait une compagnie qui va verser 100% de ses profits en dividendes. Les REITs, alors les fiducies de revenus, les Real Estate Income Trust, les fiducies de revenus, eux, pour économiser sur les taxes, elle paye tous ses profits sous forme de dividendes, mais c'est l'exception. Alors, c'est dans le domaine de l'immobilier. Mais une compagnie qui a des bons projets, elle va verser très peu de dividendes. Alors, si c'est une compagnie qui est en pleine croissance, elle ne peut pas verser un dividende. Un bon exemple de ça, c'est la compagnie Lululemon. Je ne pense pas qu'elle verserait un dividende. C'est une compagnie qui est en pleine croissance actuellement. Alors, elle a des profits de 8,2 par action et elle verse 0 en dividende. Pourquoi? Elle est en pleine croissance. Elle a besoin de ce cash-là pour ouvrir des nouveaux magasins. Par contre, des compagnies qui ne sont pas en pleine croissance, comme les banques canadiennes, eux, c'est certain que si je regarde BMO, alors, BMO, elle, je veux dire, c'est pas une compagnie qui est en croissance. Chaque action fait des profits de 10 et 14 avec, elle verse 5,88 en dividendes. Alors, elle verse comme 55 de ses profits et le reste, elle réinvestit. Pourquoi? BMO, elle ne va pas croître de 10 d'une année à l'autre. C'est une banque canadienne. Ses opportunités de croissance sont très limitées. Alors, si tu n'as pas beaucoup d'opportunités de croissance, c'est une bonne idée de rembourser tes actionnaires, soit en versant un dividende ou maintenant, c'est très populaire de faire des rachats. OK. Alors, le taux de distribution de dividendes, c'est le pourcentage de ton bénéfice net que tu verses sous dividende. Et si tu n'as pas le bénéfice net, tu peux regarder le bénéfice net par action ordinaire qui est earnings per share. Alors, le taux de rétention, c'est 1 moins le pourcentage que tu verses en dividende. Alors, si je verse 55 de mes profits en dividende, je retiens 45 et ce 45 qui est réinvesti dans la compagnie va générer de la croissance pour la compagnie. Net income, c'est le bénéfice net. C'est les profits pour l'année. Bénéfice net par earnings per share, c'est le bénéfice net par action ordinaire. Alors, le taux de rétention est égal à 1 moins le taux de dividende.
Alors, le taux de rétention, ou en anglais, retention rate, c'est le pourcentage qui est réinvesti. Alors, le pourcentage des profits qui est réinvesti. Alors, si je fais 1000 pièces en profit et je me verse un dividende de 600 dollars, je paye 60% de mes profits en forme de dividende. Le 400 dollars qui est pas payé en dividende, il est réinvesti dans la compagnie. Et ça va générer des profits futurs. Alors, le 40%, c'est le taux de rétention. Et on va voir au cours 8 que le taux de croissance dépend de quel est le pourcentage qui est réinvesti dans la compagnie. OK, on peut assumer, alors, des fois, OK, alors au cours 8, on va voir c'est quoi le taux de croissance soutenable. Alors, le taux de croissance, la réalité, c'est que quand une compagnie comme Apple, elle a des bons projets comme dans l'année 2000, qu'est-ce qui arrive? Elle avait un taux de croissance de 25-30% par année. Mais si tu as un taux de croissance de 25-30% par année, tu ne peux pas faire ça pendant 50 ans. Après 50 ans, tu vas valoir plus que l'économie mondiale. Donc, dans le cas de Apple, pendant 10 ans, elle avait du 25% par année et le prix de l'action, elle avait explosé de 25-30% par année. Par contre, en 2010, Apple avait beaucoup moins de projets. Alors, en date d'octobre 2023, Apple, la valeur totale de la compagnie, si je ne me trompe pas, c'est aux alentours de 3 trillions de dollars. Voyons voir. Alors, c'est ça. En date du 1er octobre, du 2 octobre 2023, Apple vaut 2,7 trillions de dollars. Alors, 2700 milliards. Je veux dire, elle ne peut pas vraiment croître à du 30% pendant les 10 prochaines années. Je veux dire, elle va valoir 20 trillions. C'est quasiment autant que le marché boursier total. Alors, les opportunités de croissance de Apple sont relativement limitées, malgré le fait que c'est une très bonne compagnie. Donc, on peut assumer un taux de croissance élevé à court terme, mais à long terme, ton taux de croissance va plutôt se rapprocher au taux d'inflation. Généralement, 1 ou 2 points de plus que le taux d'inflation. Alors, on appelle ce taux de croissance à long terme le taux de croissance soutenable. Alors, par contre, pour que le modèle de Gordon fonctionne, notre taux de croissance doit être plus petit que le rendement attendu des actionnaires. Pourquoi? Le modèle de Gordon assume que chaque dividende croît au taux G, puis on les escompte au taux d'intérêt RCS, rendement de ses common shares. Alors, si le taux de croissance au numérateur est plus élevé que RCS au dénominateur, on le met à la puissance n, je veux dire, ça va diverger. Alors, si les actionnaires s'attendent à du 10%, on ne peut pas avoir un taux de croissance de 11% en perpétuité. Donc, le prix, selon notre modèle de Gordon, le prix d'une action aujourd'hui est égal au dividende dans une période divisé par le taux d'intérêt moins G. Si G est constant, ça veut dire que le dividende au temps 1, ben, c'est égal au dernier dividende qui a été versé, qui n'est plus tenu compte dans le prix de l'action. Il a été versé, alors il est sorti du portefeuille. Alors, mais à titre indicatif, on peut projeter le prochain dividende. Alors, le dividende au temps 1 est égal au dividende au temps 0 fois 1 plus G. Il y avait un de vos exercices qui vous demandait de calculer le prix de l'obligation au temps 3, après le troisième dividende. Donc, le prix de l'action au temps 3, c'est égal au dividende au temps 4 divisé par I moins G, I étant le rendement attendu des actionnaires. Donc, le prix de l'action est égal au dividende au temps 1 divisé par I moins G. Et le dividende au temps 1, c'est tout simplement le dernier dividende qui a été projeté avec une période de croissance. OK, un exemple. Quel est le prix d'une action qui vient tout juste de verser un dividende? Alors, ça, c'est une poigne. Alors, le dividende qui vient d'être versé, il n'est plus tenu compte dans le prix de l'action, qui est égal à 8 $. Si le rendement attendu par les actionnaires est de 10 %, le taux d'intérêt attendu par les actionnaires, le rendement attendu par les actionnaires, 10 %, et le taux de croissance G de la compagnie est de 4 %. Donc, le prix d'une action aujourd'hui est égal au dividende au temps 1 divisé par R moins G. Le dividende au temps 1, c'est le dividende qui vient juste d'être versé de 8 $ actualisé avec une période de croissance divisé par I moins G. Donc, le dividende au temps 1, c'est le dividende qui a été versé dans le passé, 8 $. Il a été versé hier. Il n'est plus tenu compte dans le prix de l'action, il a été versé. Il n'est plus tenu compte dans le portefeuille. 8 $, mais le prochain dividende va être augmenté de 4 %, donc le dividende dans une période va être de 8,32 $. On divise 8,32 par I moins G, et donc le prix de l'action devrait être de 138,67 $.
Donc, continuons. Un autre exemple, une compagnie versera un dividende de 4 dans un an. Donc, le dividende au temps 1 est de 4 pas besoin de l'actualiser. La compagnie estime un taux de croissance annuel de 7 et les actionnaires s'attendent à un taux de rendement de 11,5 Quel est le prix de l'action de la compagnie? Alors, le prix de l'action au temps 0 est égal au dividende au temps 1 divisé par I moins G. Le dividende au temps 1 est égal à 4 Le taux de croissance annuel est de 7 et le taux d'intérêt ou le taux de rendement est de 11,5 Donc, le prix de l'action au temps 0 est égal au dividende au temps 1 divisé par R moins G. Dividende au temps 1, il est connu, 4 pas besoin de l'actualiser. Taux d'intérêt est de 11,5 et le taux de croissance attendu est de 7 Donc, le prix de cette action devrait être de 88,89 $. Alors, si je vous demandais quel est le prix de l'action au temps t est égal à 3, le prix de l'action au temps t est égal à 3 serait égal au dividende au temps t est égal à 4 divisé par R moins G. Et le dividende au temps t est égal à 4 est égal au dividende au temps 1, 4 actualisé avec 3 périodes de croissance à du 7 Donc, c'est comment qu'on peut faire le calcul du prix de l'action à une date ultérieure. Donc, il se peut, par contre, comme je vous ai dit, une compagnie comme Apple, dans l'année 2000, elle peut avoir une croissance fulgurante pendant 5 ans, disons à du 30, 40, même 50 Par contre, à long terme, ça va se stabiliser. On ne peut pas avoir, même regarder la Chine, elle a eu un taux de croissance de 10 à 20 pendant 20 ans. En ce moment, elle a à peine du 5, 6, 7 Alors, à long terme, le taux de croissance, ça commence à converger vers le taux d'inflation. Alors, un taux de croissance de quelques pourcentages ou même un demi% de plus que le taux d'inflation, c'est considéré comme bénéfice. C'est considéré comme bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va assumer qu'on a une action qui paye un dividende qui va croître à un gros taux d'intérêt pendant quelques années. Par la suite, on va avoir un taux de croissance perpétuel. Donc, on va utiliser le taux de croissance perpétuel pour regarder quel devrait être le prix de revente de l'action dans quelques années. Et la valeur aujourd'hui de l'action, ça va être égal à la valeur actualisée des 4 ou 5 premiers dividendes, plus le prix de revente de l'action immédiatement après le dernier dividende durant la période fulgurante de croissance. Donc, on peut assumer un taux de croissance G1 très élevé pour un temps fini. Donc, pour 4, 5 ou 6 années, on peut assumer un taux de croissance de 20 mais on ne peut pas assumer ça perpétuellement. C'est trop ridicule. Le rendement des actionnaires est d'environ 9, 10, 11 Tu ne peux pas avoir du 20 le modèle ne fonctionnerait pas. Mais on peut assumer du 20 pendant 4 ans et je ne sais pas, 4 de croissance par la suite. Donc, le 20 ça va être le taux de croissance élevé à court terme. On a des bons projets pour Apple pour les 5 premières années de 2000 à 2005. Puis par la suite, on s'assume un taux de croissance pour Apple, c'était quand même 10 par la suite. Mais on assume un taux de croissance qui est relativement plus bas par la suite, le taux de croissance perpétuel. Et ce taux de croissance-là va être inférieur au rendement attendu des actionnaires, sinon le modèle ne fonctionne pas. Alors, le prix de l'action au temps zéro, ça va être égal à la valeur de tous les dividendes actualisés. On va les calculer individuellement, tous les dividendes au gros taux de croissance. Et quand on a un taux de croissance perpétuel, on va tout simplement calculer la valeur de l'action à un temps donné et on va actualiser la valeur de tous les cash flows au temps t est égal à 0. Donc, le prix d'une action est égal à la valeur actuelle au temps 0 de tous ces cash flows futurs. Les cash flows futurs, ça va être les dividendes qui vont être reçus plus le prix de revente de l'action après N années. Et l'exemple que je vous donne ici, j'ai un taux de croissance pour les 4 prochaines années à du 10 Par la suite, le taux de croissance perpétuel est de 4 La compagnie vient tout juste de verser un dividende. Le dividende qui a été versé hier était de 2 Lui, il n'est pas tenu compte dans le prix de l'action, il a été versé. Mais le prochain dividende va croître de 10 donc il va être de 2,20
le rendement attendu des actionnaires est de 9 %. Donc, on ne peut pas avoir du 10 % perpétuellement. Le taux de croissance, le rendement des actionnaires est de 9 %. Mais à long terme, on va avoir du 4 %. Donc, notre modèle, il va fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On vient juste de verser un dividende de 2 %. On s'en sert juste à titre indicatif pour projeter les 4 prochains dividendes à du 10 %. Et immédiatement après le versement du dividende au temps t est égal à 4, on va calculer le prix de l'action qu'on pourrait revendre au temps t est égal à 4. Et le prix de l'action au temps t est égal à 4, c'est tout simplement égal au dividende au temps 5 divisé par I-G, le modèle de Gordon. Donc, je répète. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on regarde le dividende qui vient juste d'être versé de 2 $. Lui est versé, il n'est pas tenu compte dans le prix de l'action. Mais les 4 prochains dividendes vont croître à du 10 %. Donc, le dividende au temps 1 va être de 2,20 $. 2 $ plus 10 % de croissance. Le dividende au temps 2 va être de 2,20 $ plus 10 % de croissance, donc va être indexé de 22 cents, va être de 2,42 $. Le prochain dividende va être indexé de 24,2 sous, va valoir 2,66,2 $. Je veux dire, vous pouvez arrondir à la scène, ça ne va pas vraiment changer une différence, ou vous pouvez garder toutes vos décimales. Et le quatrième dividende va être indexé de 27 cents, donc 2,93 $. Alors, ça, c'est le cash flow qui est reçu au temps, dividende au temps 1, c'est le cash flow au temps 1, cash flow au temps 2, cash flow au temps 3 et cash flow au temps 4. Maintenant, immédiatement après qu'on a reçu le dividende au temps 4, on peut vendre l'action. Et le prix de l'action au temps t est égal à 4, c'est égal au dividende dans une période divisé par I moins G. Et le dividende dans une période, ça va être 2,80. Ça va être 2,93, mais par contre, indexé à une croissance de 4 %. Le dividende au temps 5, c'est 2,93 fois 1,04. Et donc, le dividende au temps 5 est égal à 3,05 $. Et on va utiliser ce dividende au temps 5 pour calculer la valeur de l'action au temps 4. Et le prix de l'action au temps t est égal à 0, c'est égal à la valeur escomptée du dividende au temps 1, escompté de une période, dividende au temps 2, escompté de 2 périodes, dividende au temps 3, escompté de 3 périodes, dividende au temps 4, escompté de 4 périodes, plus le prix de l'action au temps 4, qui est vendu au temps 4, escompté de 4 périodes. Donc, pour calculer le prix de l'action au temps 4, le prix de l'action au temps 4, c'est le dividende au temps 5 divisé par I-G. Le rendement attendu des actionnaires qui est de 9 % moins le taux de croissance perpétuel qui est de 4 %. Le dividende au temps 5 de 3,05, on vient juste de le calculer. Donc, on va recevoir 4 dividendes et au temps 4, on reçoit le quatrième dividende et à ce moment-là, immédiatement après qu'on a reçu le dividende, on vend l'action pour 61 $. Donc, quel est le prix de l'action au temps t est égal à 0? C'est la valeur escomptée. C'est la valeur escomptée du dividende au temps 1 escompté avec une période d'intérêt, dividende au temps 2 escompté avec 2 périodes d'intérêt, dividende au temps 3 escompté avec 3 périodes d'intérêt, le dividende au temps 4 escompté avec 4 périodes, et immédiatement par la suite, on va vendre l'action au temps 4. Erreur commune, quelqu'un va me calculer le prix au temps 4, mais va l'escompter avec 5 périodes d'intérêt. C'est une erreur qui est très commune pour ce genre de questions. Donc, quel est le prix de cette action? Le prix de cette action, c'est 2,20 $ reçus au temps 1, escompté à du 9 % pendant une période. Plus 2,42 $ au temps 2, escompté à du 9 % pendant 2 périodes. Plus 2,66 $ reçus au temps 3, escompté à du 9 % pendant 3 périodes. Et au temps 4, on va recevoir un dividende de 2,93 et immédiatement par la suite, on va vendre l'action pour 61 $. Au temps 4. Donc, au temps 4, on reçoit 63,93. On va escompter ça avec du 9 % pendant 4 périodes. Et donc, le prix de l'action au temps t est égal à 0. C'est égal à 51,40. Alors, je répète, les 4 premiers dividendes vont croître à du 10 %. Le dividende au temps 5, c'est égal au dividende au temps 4 avec 4 % d'intérêt. Et donc, le prix de l'action au temps 4, c'est égal au dividende au temps 5 divisé par I-G.
Et donc, le prix de l'action au temps t est égal à 0, c'est la valeur actuelle des 4 premiers dividendes, escomptés avec 1, 2, 3 et 4 périodes d'intérêt. Et immédiatement après que j'ai reçu le 4e dividende, je vends l'action au temps 4 et donc je ramène ça au temps 0. Donc, si je paye 51 et 40, j'ai une action qui verse 2,20 au temps 1. 2,42 au temps 2, 2,66 au temps 3, 2,93 au temps 4. Si je garde l'action, au temps 5, je vais avoir un dividende de 3,5 et si je continue de garder l'action, chaque dividende subséquent va être indexé à du 4 qui est le taux de croissance perpétuel. Alors, j'ai un taux de croissance de 10 pendant 4 ans et 4 par la suite. Donc, le modèle qu'on a vu, alors, le modèle de Gordon, c'est un des modèles qui nous permet d'extrapoler le rendement attendu des actionnaires. Donc, si on connaît le prix de l'action, si on connaît le taux de croissance et si on connaît les dividendes, on peut extrapoler le rendement attendu des actionnaires. Maintenant, il y a un autre modèle qu'on va voir qui est le modèle CAPM, Capital Asset Pricing Model. Capital Asset Pricing Model, en anglais, en français, c'est le modèle d'évaluation des actifs financiers. Ça va être la dernière fois que je dis ça. Ben, c'est tout simplement un rendement qui tient compte d'une statistique qu'on va revisiter au prochain cours. Je vais en parler rapidement. Pour n'importe quelle compagnie, si vous allez sur Yahoo Finance, vous allez voir une statistique qui s'appelle bêta. Ici, pour Apple, le bêta est de 1,25. Le bêta mesure la volatilité d'un titre vis-à-vis le marché global. Un portefeuille diversifié va te donner un bêta de 1. Une compagnie qui est plus high-tech, une compagnie qui est bien influencée par le marché, comme une compagnie de croisière, une compagnie de high-tech, elle va avoir un bêta supérieur à 1, est plus volatile que le marché. Une compagnie qui est très stable, qui est très plate, comme McDonald's, je veux dire, on peut projeter les cash flows de McDonald's relativement facilement, va avoir un bêta qui est généralement plus petit. Alors pour McDonald's, le bêta est de 0,64. Entre 0 et 1, ça veut dire que tu as une compagnie qui est perçue comme moins volatile que le marché. C'est possible, en théorie, d'avoir un bêta négatif. Un bêta négatif, ça veut dire que tu bouges en sens opposé au marché. On va revisiter ça au prochain cours. Mais le bêta, c'est une mesure de risque pour la compagnie qui utilise des données historiques pour une compagnie. Donc, nous, pour le cours d'aujourd'hui, on va tout simplement assumer que le bêta est donné. Au prochain cours, je vais vous montrer comment le calculer. Alors, on va regarder des statistiques au prochain cours, des variances et des écarts types. Alors, le bêta, c'est une mesure du risque d'une compagnie, c'est le risque spécifique à la compagnie vis-à-vis, comparé avec le risque du marché global. Alors, on va définir le rendement du marché. Depuis le début de la session, je vous dis que le marché vous donne du 10 en moyenne. À court terme, ça peut monter, ça peut baisser, ça peut rester flat. Mais si vous avez un portefeuille diversifié, que je n'ai pas en ce moment, un portefeuille diversifié sur 25 ans va vous donner environ du 10 Le taux d'inflation, par contre, historiquement, est aux alentours de 3 pas en ce moment. Les 2 dernières années, on avait beaucoup d'inflation. Alors, 2022-2023, on avait beaucoup d'inflation. Mais par contre, à long terme, on a une inflation qui est relativement bas. Alors, en date d'aujourd'hui, le 2 octobre, le Fed dit que leur but, c'est de ramener le taux d'inflation à du 2 c'est environ 3,8 en date d'octobre. À long terme, peut-être qu'ils vont l'atteindre, mais moi, je pense que ça va prendre plus de temps que normal. Je pense que les taux d'intérêt vont rester élevés pour un petit bout de temps. Alors, le taux d'inflation, historiquement, sur une période de 25 ans, c'est environ du 3 Si vous regardez le taux d'inflation en 1999, le taux d'inflation était de 5, 6, 7 Sur les 25 dernières années, les 10 dernières années, on avait du 2 2021, 2022, 2023, on avait 8 et 5 Mais je veux dire, sur une base long terme, c'est environ du 3 Donc, si tu as un portefeuille diversifié, ton pouvoir d'achat va augmenter de 7 par année, qui est la différence entre le 10 et le 3 Donc, à long terme, tu vas faire du 7 réel net d'inflation investi à la bourse. Et le modèle CAPM nous dit que le rendement attendu par les actionnaires, on devrait au moins faire du 3 Pourquoi? Le 3 c'est le rendement des obligations d'épargne du Canada à long terme. À court terme, c'est un peu plus élevé que ça. Mais à long terme, c'est environ du 3 plus bêta fois la différence entre le rendement du marché 10 et le taux sans risque. Et c'est logique. Si je prends des obligations d'épargne du Canada, je vais faire du 3
Si j'achète des titres à la bourse, il faut absolument que je fasse au moins 3 %. Pourquoi? Je ne vais pas prendre moins de 3 % en prenant du risque. Si je prends du risque, je dois être compensé. Et juste 10 % moins 3 % fois le risque spécifique à la compagnie. Alors, au prochain cours, on va voir que le bêta, c'est mesuré comme la covariance entre le rendement du marché et le rendement du titre, divisé par la variance du marché. Aujourd'hui, on va voir ça rapidement. Alors, c'est la covariance entre le titre et le marché. Comment est-ce que les deux ils bougent ensemble? Divisé par la volatilité du marché au carré. Alors, la variance du marché. On revoit ça au prochain cours. Un bêta de 1 veut dire que tu es perçu comme aussi volatile que le marché. Un bêta plus grand que 1, tu es perçu comme plus volatile, comme Carnival Cruise Lines. Quand ça va bien dans le marché, ça va très bien pour Carnival. Puis quand ça va très mal dans le marché, ça va affreux pour Carnival. Personne qui va en croisière durant une récession. Un bêta plus petit que 1, tu es moins volatile que le marché. Pensez Walmart, pensez McDonald's. Un bêta de 0, c'est rare. Un bêta plus petit que 0, un exemple de ça, c'était la compagnie Zoom. Je ne sais pas si Zoom elle a toujours un bêta qui est négatif. C'est juste que quand il y avait une crise, quand la pandémie elle avait frappé, tout le monde allait en ligne. Le prix de Zoom elle a monté malgré que le fait que la bourse elle avait planté. Alors, Zoom, je pense qu'elle a toujours un bêta qui est négatif. Et par la suite, quand la bourse elle a repris, Zoom elle a planté. Alors, Zoom, c'est ça. Alors, Zoom, elle a un bêta qui est négatif. Pourquoi? Dans les 5 dernières années, vraiment Yahoo qui est lent aujourd'hui. Alors, quand la pandémie elle a frappé, la bourse elle a chuté d'environ 50 %, mais tout le monde allait en ligne, alors tout le monde achetait Zoom. Puis par la suite, quand la pandémie, on est sorti de la pandémie, tout le monde revenait au bureau. On utilise Zoom autant, pas autant, on utilise quand même Zoom, mais pas autant, on l'utilise en ce moment. Mais alors, le prix de Zoom, elle a baissé pendant que la bourse était à la hausse. Alors, ça a tendance à bouger en sens opposé. C'est rare, ça arrive. C'est généralement des compagnies d'or qui ont un bêta qui est négatif. On va revisiter bêta au prochain cours. Mais on va faire un exemple. Le taux de rendement des bons du trésor est de 3 %. Ça, c'est le taux sans risque. Le rendement attendu du marché est de 9 %. Alors, le rendement, le 10 % en moyenne par année, ici, je dis c'est 9 %. La covariance entre le titre et le marché est de 0,2. Ça, c'est le numérateur de bêta. Et l'écart type du rendement est de 0,5. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. La variance, c'est le carré de l'écart type. Ça, on le revisite tout au prochain cours. On le regarde rapidement cette semaine. Quel est le rendement attendu par les détenteurs du titre? Alors, le bêta, qui est mesuré comme la covariance entre le titre et le marché, c'est 0,2. Divisé par la variance du marché. La variance, c'est l'écart type au carré. L'écart type, c'est 0,5. Donc, l'écart type au carré, c'est 0,25. La variance, c'est 0,25. Alors, 0,2 divisé par 0,25, qui est égal à un bêta de 0,8. Ça veut dire que c'est un titre qui est moins perçu comme moins volatile que le marché. Alors, un bêta de 0,8, ça veut dire qu'on voudrait faire un rendement qui est supérieur à 3 %. Mais vu qu'on est perçu comme moins risqué que le marché, on va faire moins que du 9 %. Alors, c'est 3 % le taux sans risque plus 80 % fois la différence entre le rendement attendu du marché et le taux sans risque. Donc, pour une compagnie qui a un bêta de 0,8, les actionnaires s'attendraient à faire un rendement de 7,8 %. On est prêt à accepter moins que la bourse. Pourquoi? C'est une compagnie qui est moins volatile. Alors, si la bourse fait du 9 %, McDonald's, on ne s'attend pas à ce que le titre fasse plus que du 9 %. Pourquoi? C'est pas demain que McDonald's va faire faillite. Coke, McDonald's, Walmart, c'est des compagnies qui vont être là dans 20 ans. Mais des compagnies comme BlackBerry ou des compagnies super cool en ce moment, Tesla, je ne sais pas où est-ce qu'elle va être dans 20 ans. Je suis curieux de voir, on va voir dans 20 ans. On va revisiter cette vidéo dans 20 ans. Mais je veux dire, moi, je trouve que Tesla est surévalué, ridiculement surévalué, mais ça, c'est juste mon opinion. Mais une compagnie qui est comme Coke, Walmart, toutes les compagnies, il y a IBM, des compagnies qui vont être là pendant les 20 prochaines années, des compagnies matures et stables, vont toutes avoir des bêtas plus petits que 1. Des compagnies high-tech et des compagnies qui sont de luxe ont généralement des bêtas plus grands que 1. Donc, on s'attendrait à faire plus que du 9 % pour être compensé pour le risque additionnel qui est pris. Donc, on fait 3 %
plus un 4,8 %. Alors, cette action fait du 7,8 %. 3 %, c'est qu'est-ce qu'on s'attendrait si on achèterait des bons du Trésor et on est compensé un 4,8 % supplémentaire pour compenser pour le risque qu'on a pris en achetant ce titre. Et donc, on fait moins que du 9 %. Pourquoi le bêta est inférieur à 1? Si le bêta était plus grand que 1, on s'attendrait à faire plus que le rendement du marché. On s'attendrait à faire plus que du 9 %. OK, alors, ça termine le cours d'aujourd'hui. Maintenant, je vais vous dire ceci. Vous êtes maintenant en mesure de faire, je dirais, 75 % du TP et 75 % du prochain examen. Cours 5, c'est juste une révision des stats. Alors, si vous avez bien performé dans votre cours Maths 2080, je veux dire, vous n'allez rien apprendre au prochain cours. Alors, si vous voulez slacker entre cours 4 et 5, c'est le moment de le faire. Le cours 1, 2, 3, 4, ne slackez pas en ces cours-là, mais si vous l'avez fait, déjà slacké, il est trop tard. Par contre, ceux qui n'ont pas fait Maths 2080 ou qu'est-ce qui est plus probable, vous l'avez fait et vous avez sorti de là en n'ayant rien compris. Et je le fais en ce moment, ce cours-là. Je pourrais donner le cours et je le prends parce que je suis au bac en comptabilité. Je réalise à quel point que j'ai fait mon bac en mathématiques à l'UQAM. Les profs étaient mauvais en 1980 quand j'ai fait mon bac. Et je ne peux pas réaliser comment ils se sont empirés. Alors, moi, je veux donner le cours Maths 2080. C'est pour ça que je le prends cette session. Je vais argumenter d'être capable de le donner l'année prochaine. Mais le prof qui me donne mon cours, il n'est pas capable d'enseigner. Alors, si vous n'avez rien appris, ne vous inquiétez pas. Je vais vous enseigner qu'est-ce qui est important. Alors, espérance, variance, écart type, covariance, corrélation. On voit ça au prochain cours. Maintenant, dans la section astuces de mon recueil, j'ai mis tous les pognes de tous mes anciens examens. Vous êtes maintenant en mesure de regarder tous les pièges qui sont à tous mes examens. Alors, la feuille de formule, par la suite, c'est les astuces. Alors, il y a plein d'astuces. Alors, une rente en début ou une rente en fin de période. Paiement de X à X plus N, y a-tu N ou N plus 1 période? Une perpétuité qui commence aujourd'hui. Encore une fois, les perpétuités, le premier paiement doit être dans une période. Alors, je vous dirais de réexaminer cette section. Il va certainement avoir au moins une question qui vous demande l'intérêt dans le Nème paiement et une question qui va demander le principal dans le Nème paiement. Le solde après N paiement, même chose. C'est certain que vous allez avoir au moins une question avec ça. Une progression géométrique avec un premier paiement qui se fait aujourd'hui. Encore une fois, les progressions géométriques, le premier paiement doit être fait dans une période pour que la formule fonctionne. Alors, c'est un piège qui revient. Gordon, le dividende qui vient juste d'être versé ou le dividende qui sera versé? Interpréter la différence entre les deux. Et la dernière pogne, c'est convertir nominal et effectif à périodique. J'espère que vous êtes capable de le faire maintenant. Je vous dirais de revisiter cette section-là et de faire chacune des 9 exercices pour vous montrer exactement les pognes qui vont certainement être à l'examen. Et les exercices par la suite que vous pouvez faire, alors voici tous les exercices. Vous êtes maintenant en mesure de faire 75 % des exercices et, je veux dire, quelques liens facultatifs pour le fun. Et ça conclut l'enregistrement d'aujourd'hui.